Voilà, c'est parti pour ce super webinaire sur les glandes surrénales. Et Georges, à toi, c'est parti. Ben, merci David. Je suis content de voir que tu es bien au frais en plein air, avec petite brise. Hein. Nous sommes tous dans des bureaux surchauffés, donc merci, c'est sympa. On pense à toi, on espère que tu vas tenir le coup dans cette ambiance plus agréable. Et donc, je ne vais pas perdre plus de temps. Enfin, moi, je n'ai pas besoin de me présenter. Nous demanderons à chacun de se présenter quand il va intervenir pour la première fois. Et sans plus tarder, on va donner la parole au docteur Jaime Núñez. C'est pour ça que David ne voulait pas le présenter lui-même, parce qu'évidemment, il y a des consonances espagnoles. Je peux dire en deux mots quand même pour vous le présenter très brièvement que Jaime démarre à l'instant même, c'est en pleine organisation, il vient d'avoir un local, etc. Donc, nous rouvrons la consultation sur Madrid avec lui parce qu'évidemment, il parle parfaitement espagnol étant d'origine argentine. Il a aussi la nationalité française, donc il est parfait bilingue français-espagnol. Il se débrouille bien en anglais, donc il est polyglotte. Et il est poli en plus, mais glotte. Et donc, c'est son premier webinaire avec nous. Alors, bon, il a une belle expérience en médecine interne où il a fait des séjours, des stages, etc., de 15 mois. Bon, il a évidemment fait sa médecine générale. Il a passé à peu près tout ce qui est disponible comme diplôme universitaire et comme formation en France de médecine fonctionnelle ou de médecine nutritionnelle. Donc, quand il m'a envoyé sa lettre de candidature, quand il a marqué son intérêt il y a quelques mois, une très belle lettre d'ailleurs, avec des motivations qui m'ont beaucoup plu, ben, voilà, j'ai accepté dans la foulée, dans la minute qui a suivi la lecture de la lettre, je lui ai dit que j'étais d'accord, surtout que ça fait quand même 8 ans que j'ai laissé tomber la clinique de Madrid qui marchait très bien parce que c'était plus possible de faire Madrid et Londres et que nous manquions aussi de staff qui parle espagnol. Mais ici, c'est différent parce que Jaime sera sur Madrid, il vivra à Madrid et donc ce sera plus facile d'organiser à partir de là-bas. Bon, assez parlé de Madrid. Jaime, docteur Núñez, N-U-N-Z, hein, avec les prononciations à l'espagnol que j'essaye tant bien que mal d'assurer. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cette petite présentation? Bah, déjà, vous remercier de m'avoir pris dans votre équipe, déjà. Et puis pour cette belle présentation, je crois que j'ai pas beaucoup plus de choses à dire ou à raconter. Je pense que vous avez fait une bonne présentation globale de ce que j'ai pu déjà faire. Et bon, évidemment, ces 2 dernières années où je me suis très fortement orienté dans tout ce qui est médecine fonctionnelle, et notamment aussi grâce à toutes vos vidéos sur YouTube. Donc, je pense que c'est utile pas seulement pour beaucoup de patients, mais aussi pour beaucoup de professionnels de la santé. Tu t'étais Et intéressé notamment aux vidéos sur les génotypes, non? Si je me trompe. entre autres, ouais, tout ce qui est génotype, mais aussi toute la partie justement des surrénales. C'est des genres de thèmes dans lesquels c'est un peu votre spécialité, et c'est vrai que c'est des choses qui sont peu abordées par peut-être d'autres formateurs ou d'autres écoles, pour ainsi dire, de médecine fonctionnelle. Très juste, oui, oui, exact. Voilà, bah, si vous voulez, on peut commencer donc du coup la partie peut-être sur un peu tout ce qui est anatomie et fonctionnement des surrénales, hein, faire une Oui, petite je t'ai demandé de introduction. faire ça. Je t'ai demandé de faire ça pour bien expliquer aux gens. Étant donné que, comme tu démarres, bon, tu n'as pas vraiment, ce serait un peu artificiel de présenter des cas cliniques. Bon, tu commences à jouer avec tout ça, mais donc tu es chargé de la partie un peu plus théorique et puis les parties pratiques seront couvertes par les trois autres médecins, dont moi-même. Alors, je vous préviens, je vais parler beaucoup parce que tu l'as dit, tu l'as bien dit, c'est un peu ma spécialité, les surrénales. Pourquoi? Parce que c'est partie de la médecine du sport.
qui est un stress en soi, hein, surtout quand je m'occupais de sportifs professionnels. Donc là, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Les surrénales trinquent. Et donc, j'ai dû développer toute une compréhension et par la suite tout un algorithme pour aider ces cas. Disons que le sport professionnel, surtout dans les sports individuels très, très durs, comme le cyclisme, l'athlétisme, le triathlon, la natation, j'ai moins d'expérience, mais bon, quand même un peu aussi à bon niveau. C'est une espèce de machine à faire du burn-out, si on veut utiliser ce terme un peu populaire. Et donc, voilà, je pratique cette gestion des dysfonctions surrénaliennes depuis 30 ans. Voilà. Donc, c'est plus que vous trois réunis. Et donc, j'interviendrai un peu à tout bout de champ, mais pas maintenant. Là, je me tais. Ok, bon, je vais essayer de partager quelques diapositives avec vous. Je ne sais pas si ça, on va les voir. Il me semble que oui. Oui, oui, très bien. Ok, donc, on va faire une petite introduction sur les glandes surrénales. Donc, il faut savoir que ces glandes, elles sont situées donc, au-dessus des reins, au niveau de tout ce qui est donc, dans la région abdominale. Elles font partie, c'est intéressant, de la même capsule fibreuse donc, que les reins. Donc, elles sont vraiment unies pour le coup aux reins. Elles ont une forme triangulaire. C'est des glandes qui sont extrêmement petites, alors qu'elles ont des multiples fonctions sur le corps. Et elles ne mesurent pas plus de 5 cm, je crois, de longueur, s'il me semble, si je me rappelle bien. Et elles pèsent, je pense, à peu près 3 grammes, donc vraiment très légères. Et je vous ai mis ces diapositives pour que vous voyez à quel point aussi elles sont irriguées. Et donc, ça démontre bien qu'elles sont extrêmement connectées en fait, au reste du corps, notamment par l'aorte. Et donc, ça montre aussi quelque part l'importance qu'elles ont sur tout ce qu'elles régulent dans le corps et à quel point elles peuvent rapidement, enfin, toutes les hormones qu'elles produisent peuvent être rapidement transportées dans la circulation sanguine vers les différents organes du corps. Et donc, en fait, les glandes surrénales ont plusieurs parties. Elles ont une partie externe, donc qui est tout ce qui est donc le cortex surrénalien, qui veut dire écorce en latin. Donc, c'est la partie externe des glandes, mais ça représente tout de même 80% de la masse de la glande. Donc, c'est la partie la plus importante. Et après, on a une médula, donc c'est le centre des surrénales, qui représente que 20% de la glande. Et tout le cortex surrénalien est divisé en fait en plusieurs zones qu'on va aborder, je pense, par la suite dans le webinaire. Donc, en gros, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une première zone, la plus externe, donc, qui s'appelle la zone glomérulée, où notamment va se fabriquer tout ce qui est l'aldostérone, donc qui va réguler notamment tout ce qui est équilibre des électrolytes dans le corps, c'est-à-dire l'équilibre du sodium, du potassium, qui est dit comme ça ne paraît pas important, mais en fait, c'est extrêmement important pour tout ce qui est régulation des liquides dans le corps, des volumes sanguins notamment aussi, donc tout ce qui est maintenance de la tension artérielle, mais aussi qui est fondamental, je dirais, pour le fonctionnement adéquat des cellules qui ont besoin qui régulent en permanence en fait leur taux de sodium et de potassium. Ensuite, on a la zone fasciculée, qui est la zone la plus importante, qui est en charge de produire tout ce qui est le cortisol. Donc, on va parler énormément de ça ce soir. Et enfin, une zone plus petite qui se développe notamment aux alentours aux alentours des 20 ans que cette zone est la plus importante et donc c'est la zone réticulée qui va fabriquer tout ce qui est la DHEA. Vous allez aussi entendre beaucoup parler de cette hormone ce soir. Donc voilà, ça c'est les 3 zones importantes. Elles ont des régulations différentes, donc je pense que c'est pas forcément important ce soir d'entrer trop dans ces détails-là, mais bon, brièvement, tout ce qui est sécrétion d'aldostérone, qu'on appelle aussi tout ce qui est la famille des minéralocorticoïdes, va être régulé plus par l'angiotensine et par les niveaux de potassium dans le sang. Le cortisol et le DHA, eux, vont être beaucoup plus régulés par la sécrétion de l'ACTH. Donc l'ACTH, c'est une hormone qui est sécrétée au niveau de l'hypophyse, ok, et qui notamment va être sécrétée en réponse à beaucoup de facteurs différents qui peuvent être donc le stress, très important, le stress aigu, mais aussi le stress chronique. Quand on parle de stress, j'aime bien aussi expliquer
que le stress, c'est pas simplement le stress émotionnel ou le stress mental. C'est souvent le premier type de stress auquel on pense, mais c'est aussi le stress physique. Et donc, c'est aussi quelque chose d'important à prendre en compte, notamment pour les gens qui font énormément de sport, d'activité physique. Et ça représente un stress pour le corps et donc ça peut aussi épuiser les glandes surrénales. Mais ça, Jaime, je t'interromps, mais ça renvoie à ce que j'ai dit dans mon introduction, que moi, c'est par le sport que je me suis rendu compte que de soutenir la fonction surrénalienne était quelque chose d'absolument primordial, parce que là, on crée littéralement un stress physique, comme tu dis très bien, parce que c'est vrai que le mot stress est galvaudé, les gens comprennent uniquement le stress émotionnel, mais il y a aussi le stress de la maladie qui peut jouer, il y a plein de types de stress différents. Je suis très content de ton exposé jusqu'à présent. J'ai même pensé que si on était dans The Voice, que tes 3 collègues auraient buzzé et nos sièges se seraient retournés pour voir ta tête. Tu vois l'image un peu? Mais tu ne connais peut-être pas parce que les Espagnols, je ne suis pas sûr qu'ils ont été envahis par ce genre d'émission de… Je connais la référence. Ah, tu connais. Donc, très bien. Je connais. On a des cultures différentes, il faut se méfier. Alors, juste un tout petit bémol, je suis assez pointilleux là-dessus. DHEA et pregnénolone, j'aime bien qu'on appelle ça des pro-hormones plutôt que des hormones, puisqu'elles n'ont pas de récepteurs. Hein, c'est ce qui fait la différence entre une hormone. Le cortisol est une hormone, l'aldostérone est une hormone, l'ACTH est une hormone, mais la DHEA n'a pas de récepteur. Alors, il y a un vague… on se demande si on ne va pas un jour trouver des récepteurs dans le cerveau pour la DHEA, voire pour la pregnénolone, mais bon, pour le moment, il n'y a pas de preuve qu'il y a de récepteurs. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé de récepteurs, on est quand même en 2023, ce sont des pro-hormones. Mais c'est très important le fait qu'il n'y a pas de récepteurs, puisque ça veut dire, c'est déjà un des messages de la soirée, crucial, message crucial, ça veut dire que quand on supplémente, on prescrit, il faut les prescrire, de la pregnénolone ou de la DHEA, le corps n'a aucun moyen de le savoir, parce que le seul moyen de savoir qu'on prend une substance, c'est s'il y a un récepteur à cette substance. Et c'est donc tout à fait l'opposé de ce qui se passe pour le cortisol, puisque tout ça est sur ta dia, c'est bien de voir le support visuel. Le cortisol est une hormone, il y a des récepteurs au cortisol, ils jouent des rôles très importants. Et le cortisol peut aussi être prescrit, mais alors là, il y a une petite astuce que tout le monde ne connaît pas. Le cortisol a un synonyme qui s'appelle l'hydrocortisone. Mais si vous voulez, cortisone, si on ajoute le préfixe hydro, ça change le on en ol. Donc, l'hydrocortisone et le cortisol, c'est la même molécule. Ce sont des synonymes. Et donc, quand un médecin prescrit de l'hydrocortisone, c'est perçu par les récepteurs et, comme tu le vois sur ta dia, qui tombe très, très bien pour cette explication, il y a un effet de rétrofeedback négatif et l'ACTH est libéré en moindre quantité. Il y a un feedback négatif, le cortisol augmente, on en apporte de l'extérieur, le corps s'en rend compte grâce aux récepteurs, tout ça est très très bien câblé et l'hypophyse qui sécrète la CTH se dit, ben, moi je ne vais pas trop pousser à la production de cortisol parce que je vois qu'il en arrive, sans savoir d'où il vient, parce que c'est une hormone bioidentique qu'on prescrit aux patients sous forme d'hydrocortisone qui n'est autre que le cortisol. Ce n'est pas le cas avec la DHEA et la pregnénolone, puisque quand on en donne, le corps n'a aucun moyen d'identifier cette prise de pro-hormone. Voilà. C'est très important parce qu'en fait, sur ta première dia, et c'est bien de l'avoir fait, le titre de ce webinaire, tu sais, c'est compliqué de revenir sur la première dia? Non. Voilà, dysfonction surrénalienne. Alors, je dois quand même un peu expliquer ce titre, okay, parce que j'ai beaucoup chipoté pour trouver un titre. Je ne suis pas certain qu'il est bon, mais voilà, il faut bien à un moment se décider. C'est difficile de trouver le bon terme
j'ai mis dysfonction. Peut-être que quand tes collègues interviendront après, ils pourraient faire un commentaire là-dessus. Insuffisance, mais ça fait un peu dramatique. Faiblesse, ça fait un peu… bon, ça fait un peu… non, c'est pas médical, hein, faiblesse. Bof. Et puis, c'est peut-être un peu aussi là, trop peu expressif. Insuffisance, ça, je sais pas, moi, ça me donne une impression de gravité qui n'est pas nécessairement le cas. Il y a les 50 nuances de gris, hein, ça va du pire au plus léger. Hein, Le terme le plus connu après, qui revient le plus souvent, c'est fatigue surrénalienne. oui, mais tu vois, C'est il pas est un terme. critiqué. C'est un terme qui est critiqué. Fatigue C'est ça. surrénalienne, c'est très anglo-saxon aussi. C'est beaucoup utilisé dans le monde anglo-saxon, mais les endocrinologues n'aiment pas. C'est vrai que c'est quand même, ça fait pas très sérieux non plus. Mais c'est vrai, tu fais bien de le dire, on entend beaucoup ça. Et bon, pourquoi pas? Moi, je n'ai pas de problème avec la terminologie. Puis finalement, j'ai opté pour dysfonction parce que là-dedans, on peut tout mettre. Bon. Et alors, que faire ou pas? Oui, reste sur la dia. Reviens sur la dia. Que faire ou pas? Si tu veux bien revenir sur le titre. Que faire ou pas? Eh bien, c'est à peu près ça. Alors, j'ai déjà fait le coup dans le précédent webinaire. Que faire? Eh bien, on peut donner de la pregnénolone et de la DHEA parce qu'on ne va pas perturber ces boucles de rétrocontrôle vu que ce n'est pas perçu qu'il n'y a pas de récepteur. Donc, ça, c'est ce que j'aime bien qu'on fasse, que j'ai beaucoup fait. Bon, en sport, on ne peut pas donner de la DHEA. Hein, je rappelle ça parce que bon, ça a quand même été un peu problématique, mais on peut donner de la pregnénolone, ce qui est déjà pas mal. Mais enfin, bon, on n'est pas ici dans le sport de compétition, on parle pour monsieur et madame tout le monde. Alors, ou pas, eh bien, voilà, ou pas, eh bien, moi, je suis contre la prescription d'hydrocortisone, c'est-à-dire de cortisol, parce qu'il y a cet effet négatif. Alors, on soulage les gens très bien, très vite, mais on freine la fonction surrénalienne dont on se plaint déjà qu'elle est fatiguée, pour reprendre ton terme. Alors, on a une fonction surrénalienne fatiguée, on prescrit de l'hydrocortisone, eh bien, on l'aggrave. Mais le patient, évidemment, artificiellement, même si c'est une hormone naturelle, mais artificiellement, par une intervention artificielle, on donne ce coup de boost qui est bien apprécié des patients, mais on aggrave l'état de fatigue des surrénales. Donc, voilà, que faire? Pregnénolone DHEA ou pas, hydrocortisone. Voilà, le webinaire est fini. J'ai fait le même coup dans le précédent. Allons, c'est la fête de la musique. Allez vous amuser. On a fini là, on a tout dit. Bon, assez rigolé. Jaime, je regrette, je promets de ne plus t'interrompre. Reprends tes IA et ton discours. C'est fait pour ça, justement, ces diapositives. Et donc, du coup, oui. Donc, j'ai pas utilisé le terme pro-hormone. C'est vrai que j'avais commencé, je voulais faire un peu simple au début et après, je vais vraiment aborder ce terme-là, mais c'est hyper important de le dire, de toute façon, qu'il n'y a pas de récepteur à la DHEA et donc qu'il n'y a pas une action comme telle de ces hormones ni de feedback spécifique au niveau de l'hypophyse et donc de la CTH. Et ce que je voulais aussi préciser au niveau donc, justement de ce contrôle de l'hypophyse sur le cortisol par la sécrétion d'ACTH, c'est que c'est régulé donc, par plusieurs facteurs. On a dit donc le stress qui est hyper important et on va le voir par la suite avec les différents cas cliniques qui vont être présentés. Mais aussi, il y a d'autres choses comme simplement le rythme circadien. C'est-à-dire que normalement, et dans une journée normale de 24 heures, pardon, j'ai des petites coupures là sur le Wi-Fi chez moi. Et donc, le cortisol va avoir un pic de cortisol le matin entre 6h et 8h du matin notamment. Puis, il va diminuer donc, au long de la journée jusqu'à le soir où normalement il est à ses niveaux les plus bas avec une augmentation parallèle de la mélatonine, ce qui va favoriser justement l'endormissement. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui vont réguler la CTH que je pense qu'il est intéressant de nombrer, c'est notamment aussi les hormones thyroïdiennes. Il est important de souligner donc cette connexion qu'il y a entre la thyroïde et les glandes surrénaliennes. Parce que souvent, quand une des deux glandes ne fonctionne pas bien, bah, ça affecte l'autre aussi. Donc voilà. Et puis, bon, bah, la dernière zone, je crois que je vous avais déjà parlé, donc de la DHEA qui se sécrète au niveau de la zone réticulée. Voilà. Et donc, il me semble que c'est tout ce qu'il y avait à dire à peu près sur cette diapositive et de commentaires intéressants à faire.
Et donc, brièvement, je voulais aussi vous montrer comment se fabriquent donc, ces hormones surrénaliennes, c'est important de plus ou moins avoir ce schéma dans la tête pour aussi après mieux comprendre les cas cliniques. Donc, il faut savoir il y a un seul précurseur commun, ou matière première plutôt, commune à la synthèse de toutes les hormones stéroïdiennes, c'est le cholestérol. Donc, je souligne ici l'importance, contrairement souvent à ce qu'on dit, d'avoir des bons tons de cholestérol sanguin, et notamment mettre en garde donc, contre la prescription des fois excessive de statines. Je donne mon expérience que moi j'ai vécu en médecine interne, où c'est vrai que trop facilement on a tendance à donner des statines aux patients dès que le cholestérol est un peu haut. C'est un peu le même phénomène qui se passe avec tout ce qui est inhibiteur de bombes à protons comme l'oméprazole qui se donne maintenant pour un peu tout et n'importe quoi. Donc, qui a tendance, donc les statines, à faire chuter le taux de cholestérol et donc qui aura un impact justement sur les surrénales et sur la fatigue que cela va produire. Donc, le cholestérol va servir notamment à fabriquer donc, le précurseur commun à toutes les hormones stéroïdiennes qui est la prégnénolone. Le cholestérol est fabriqué aussi au niveau des mitochondries, donc c'est aussi important de souligner ça. Pour les gens qui ne connaissent pas les mitochondries, donc c'est des structures qui sont dans les cellules et qui sont en gros nos usines à fabriquer de l'énergie. Donc, il est important justement de les avoir dans un bon état de santé pour pouvoir convertir et transformer le cholestérol en prégnénolone. Et c'est hyper important en fait parce que cette étape, c'est l'étape limitante, c'est-à-dire que si on n'a pas assez de cholestérol, on ne va pas faire assez de prégnénolone et donc on ne fera pas assez d'hormones stéroïdiennes. Non. Donc, pas assez d'aldostérone, pas assez de cortisol, pas assez de testostérone, etc. Donc, très important d'avoir ça en tête. Et après, simplement de savoir que c'est à partir de la prégnénolone, donc on va fabriquer la progestérone, on va fabriquer le cortisol, qu'on va fabriquer la testostérone et la majorité des estrogènes, qui sont des hormones du coup plus connues pour la majorité des gens. Et donc, voilà. Avec ces diapositives, je pense qu'on prend un peu en compte la dimension et l'importance qu'ont les glandes surrénales sur le corps, puisqu'elle fabrique des hormones super importantes pour le fonctionnement correct de l'organisme. Okay. Je reprends encore la balle au bon au sujet justement du terme que tu as utilisé, donc de stéroïdes, d'hormones stéroïdes. Alors, les corticostéroïdes, c'est ceux qui sont produits dans le cortex, hein, puisque tu viens d'en parler. Et puis alors, tu as les glucocorticoïdes, mais c'est ceux qui ont un rôle sur la stabilisation de la glycémie et le cortisol, évidemment, en est le principal. Les minéralocorticoïdes dont tu as parlé, donc ça c'est le monde de l'aldostérone, c'est aussi là c'est une hormone évidemment, c'est une hormone surrénalienne. Donc tout ce terme de corticoïde. Mais les gens sont effrayés quand ils entendent le mot stéroïde ou corticoïde, quel que soit le terme utilisé. Les gens sont effrayés. Et combien de fois j'ai pas eu de graves disputes avec des patients à qui j'avais prescrit, quand je dis donné, je veux dire prescrit, je ne donne rien, de la prégnénolone, parce que je leur avais justifié tout, mais après, ils ont fait des recherches sur Internet et ils se sont rendus compte que c'était un stéroïde. Et alors, ils reviennent vers moi, docteur Mouton, vous m'avez prescrit un stéroïde sans me le dire, etc., comme si je les avais assassinés ou j'étais en train de les assassiner à petit feu. Alors, bon, il faut se calmer avec cette histoire-là. Hein. Comme tu viens de le dire, tout ça vient du cholestérol. Et alors, j'explique, je dis le cholestérol, c'est un stérol. Tout ça, ce sont des stérols. Vous voyez les 4 noyaux qui tiennent ensemble, là, ça c'est le cœur des stéroïdes, c'est biochimique. Le mot stérol, ça n'a rien de péjoratif. Hein. Et la vitamine D, d'ailleurs, est aussi un stéroïde. Alors qu'on me lâche avec cette histoire de stéroïdes comme si c'était des produits très, très dangereux, très toxiques. Et c'est ça toute la confusion, justement, avec des stéroïdes artificiels, synthétiques, beaucoup plus puissants,
que je vois d'ailleurs cité dans le chat. Tu vois, le chat il y a quelqu'un sur le chat qui nous parle de DHEA et de prédnisolone. Mais la prédnisolone est un stéroïde artificiel très puissant contre lequel je suis aussi en tant que prescription par des médecins fonctionnels. Moi, je veux laisser ça aux endocrinologues et aux internistes et aux physiothérapeutes et aux spécialistes des maladies articulaires. Comment est-ce que c'est encore ça? Ça ne me vient pas. Hein? Des rhumatologues, excuse-moi, mais bon, en anglais, bon, bref, je mélange. Et donc, prédnisolone, ce n'est pas pregnénolone. Et alors, c'est un peu le côté puissant, effrayant, les effets secondaires potentiels, etc., de ces stéroïdes synthétiques très puissants comme la prédnisolone. Il y a aussi la prédnisone, hein, donc il y en a deux là qui sont voisins, mais que les gens, y compris des professionnels de la santé et des pharmaciens, confondent avec la pregnénolone. Hein. Moi, je me souviens de plusieurs accidents avec des pharmaciens. Je prescrivais 80 mg de pregnénolone et ils ont fourgué 80 mg de prédnisolone aux patients. Mais je ne vais pas dire que c'est une dose létale, mais en 3-4 jours, le patient a des effets secondaires dramatiques. Et puis à un moment donné, il s'affole et il dit: qu'est-ce que vous m'avez donné là? Je dis: moi, j'ai donné la pregnénolone, ça devrait strictement rien faire en 4 jours, ça c'est certain. Et puis bon, on regarde, et puis le pharmacien ne connaissait même pas la pregnénolone. Je crois que, bon, ça, il y a déjà quelques années, un bon bout de temps, je crois que ça a quand même un peu évolué, ça s'est quand même un peu amélioré. Mais donc, voilà, il faut réhabiliter ce terme de stéroïde. Il y a les bons, les bruts et les truands. Okay, et nous, en médecine fonctionnelle, on se spécialise dans les bons, on se méfie des bruts. Je vais mettre l'hydrocortisone dans les bruts, je vais mettre la prénolone, la DHEA dans les bons, et je vais mettre la prédnisolone, la méthylprédnisolone, dont le docteur Puchois nous parlera un peu plus tard, et autres prédnisolone dans les truands, mais attention, dans les truands qui ont leurs indications thérapeutiques extrêmement importantes. Mais ça, ce n'est pas ce dont nous discutons. Ceci est un webinaire de médecine fonctionnelle. Ce n'est même pas de la médecine anti-âge. Ce n'est pas de l'hormonologie. Nous sommes ici dans de la médecine fonctionnelle. La médecine fonctionnelle s'occupe des surrénales avec les pro-hormones, on les a cités maintes fois, pregnénolone, DHEA. Il y a aussi des plantes adaptogènes, il y a les cofacteurs, il y a tout ça, c'est du ressort de la médecine fonctionnelle. Moi, je ne suis pas d'accord sauf cas exceptionnel où il faut vraiment tenir le patient debout avec peut-être des hormones, mais ça, c'est plutôt pour les endocrinologues. Quand c'est à ce point-là, messieurs, dames, moi, je vous conseille, c'est en tout cas ce que je fais, vous passez la main, les endocrinologues sont là pour quelque chose et qui s'occupent des cas vraiment sévères qui requièrent des prescriptions hormonales. Nous, on se tient aux prescriptions pro-hormonales et à tous les cofacteurs et les plantes adaptogènes qui tournent autour, et je pense que ça viendra dans les témoignages et dans les cas cliniques. Voilà. C'était des messages très importants. J'ai été long, mais j'ai dit déjà une bonne partie de ce que je devais absolument dire ce soir. Je rebondis parce que c'est vrai, quand on a les graphiques sous les yeux, qu'on voit tous ces noyaux stérols, on comprend que si on panique à l'idée du mot stéroïde et puis qu'on voit que finalement le cholestérol, non seulement il a la même gueule, mais le nom cholestérol que tout le monde accepte, le mot stérol est dedans, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça, je pense aussi dire de ne pas confondre non plus aussi avec tout ce qui est anabolique stéroïdien, qui s'utilise beaucoup dans le sport, mais aussi de plus en plus au niveau amateur, dans tout ce qui est fitness notamment, et donc aussi qui contribue à renforcer cette peur des stéroïdes, non? Donc, on parle pour le coup, tu fais très bien de le dire. Stéroïdes totalement illégaux. Illégaux, pardon. Ok, donc
je pense qu'on pourrait directement passer au cas clinique. Je ne sais pas si vous voulez peut-être qu'on explique un peu Non, plus d'autres c'est très choses. bien, c'est très bien, parce que tu vois, bon, c'est visuel, tu as dit ce que tu avais à dire, ce que tu l'as très bien dit, donc, bon, The Voice, là, c'est Peut-être ici pour le tour suivant. peut-être faire une dernière petite remarque sur le Oui. fait qu'en voyant ce schéma, on peut comprendre aussi que tout ce qui est synthèse des hormones stéroïdiennes, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, que c'est bien de toujours prendre en compte et que c'est mieux, enfin que c'est indispensable, je veux dire, de consulter un professionnel de la santé avant de prendre de la DHEA, de la pregnénolone, parce que justement, elles vont avoir des répercussions donc pas sur toutes les hormones stéroïdiennes. Et il peut avoir des fois, ça peut être même plus compliqué que ce schéma-là. J'avais d'ailleurs mis un autre schéma. On peut voir qu'il y a différentes portes cachées, entre guillemets, dans la synthèse des hormones stéroïdiennes, donc notamment dans tout ce qui est pathologie de hyperplasie surrénalienne. Et donc, ça peut être beaucoup plus compliqué que simplement ce schéma-là. Donc, c'est important toujours, je pense, de consulter quelqu'un qui vraiment a été formé à l'utilisation de la pregnénolone, de la DHEA et qui comprenne comment ça se synthétise et les différentes répercussions que peuvent avoir ces hormones sur le reste des hormones stéroïdiennes. Ben, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, puis je reprends encore la parole, je suis désolé, mais voilà, je vous avais prévenu. Euh, Si on regarde le coin supérieur gauche de ton graphique, on voit que la pregnénolone est le précurseur direct de la progestérone. Alors que pour aller retrouver les autres hormones surrénaliennes, bon, on les connaît, enfin on les a citées, cortisol, tout à droite en vert, en dessous vous avez le stradiol, hein, au-dessus vous avez l'aldostérone dont on a parlé tout à l'heure. Vous voyez, ça, et alors il y a la testostérone quelque part. Voilà, juste à gauche de l'œstradiol. Alors, vous voyez, pour passer de la pregnénolone au cortisol, à la testostérone, à l'œstradiol, etc., il y a beaucoup de pas enzymatiques. Mais pour passer de la pregnénolone à la progestérone, il y a une réaction enzymatique. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile, sans être garanti, hein, à vérifier, parce que vous avez des polymorphismes aussi de tous ces enzymes. Hein. Ce sont des enzymes qui font toutes ces transitions. Vous avez les noms d'ailleurs là, parfois en abrégé, mais vous avez l'aromatase dont on pourrait parler énormément, etc. Donc, tous ces enzymes peuvent être affectés par des polymorphismes. Donc, il y a quand même un caractère imprévisible, mais très généralement, la pregnénolone se transforme bien en progestérone. Bon, là, juste pour dire que je vous renvoie à mes différentes vidéos. On a aussi fait un webinaire tout autour je dirais, des problématiques d'hormones féminines, de la périménopause, de la prise en charge de la prévention du cancer du sein, des syndromes prémenstruels, etc. Mais quand on veut stimuler les taux de progestérone, vous entendrez dire dans ces différentes vidéos que on peut utiliser la pregnénolone et vous voyez très bien pourquoi sur ce graphique. Voilà. Mais on ne parle plus de ça aujourd'hui parce que c'est hors sujet, mais ce sujet est connecté à beaucoup d'autres choses. C'est pour ça que c'est fondamental ce thème des surrénales. Hein. Je crois que ça va être difficile de contester ce caractère fondamental. Ouais, exactement. Et peut-être juste une dernière petite remarque sur le fait que bon, la testostérone est produite par les glandes surrénaliennes, donc exclusivement chez la femme. Donc c'est toujours utile de faire un dosage en testostérone chez la femme puisque ça va être un bon marqueur de l'état de fonctionnement des surrénales. Chez l'homme, par exemple, et ben là pour le coup, ça sera la progestérone qui sera seulement synthétisée au niveau des glandes surrénaliennes puisque la femme va pouvoir les produire au niveau notamment des ovaires. Et donc, c'est aussi un marqueur intéressant chez l'homme, l'état de fonction des surrénales. Donc, bon, ces petites remarques qui vont être intéressantes par la suite avec les cas cliniques. Alors que la testostérone est là chez l'homme est quand même très largement produite Par les testicules. par les testicules. Il y a une petite production surrénalienne, mais qui est négligeable par rapport à la production testiculaire. Très bien. Bon, ben écoute, Jaime, parce que bon, parfois on utilise ton prénom français, c'est compliqué. J'ai failli le donner. On va se tenir à Jaime, puisque tu as lancé cette clinique de Madrid.
Jean Breil, si David est d'accord, David, c'est bon, tu tiens le coup, tu maîtrises, on est 65, c'est pas mal, hein? C'est très bien. Ça m'a atteint 68 à un certain moment. Oui, oui, je crois que c'est notre record dans les webinaires. Parfait. Parce que bon, on s'inscrit, mais tout le monde qui s'inscrit n'est pas là en live. Et donc, c'est clair qu'on n'aura pas l'occasion de donner la parole à tout le monde. Mais enfin, on a le chat. Le chat est très bien suivi par le docteur Julien Puchois. Donc voilà, heureusement qu'on est 4. Et finalement, celui qui n'a pas encore fait grand-chose jusqu'à présent, qui attend patiemment de saisir la balle au bon, ben, c'est le docteur Geoffrey Reinertz, que vous connaissez et qui va vous présenter un cas clinique. Alors, on va démarrer avec un cas clinique light, enfin, en tout cas, basique, parce que c'est beaucoup de cas comme ça que Geoffrey Reinertz est amené à voir, puisqu'il propose des consultations à prix light. Et une fois de plus, je le remercie parce que franchement, il faut une grande vocation pour faire ça parce qu'il y a beaucoup de travail et le travail, ben, normalement, ça mérite salaire. Donc, il fait d'énormes efforts pour accueillir des gens qui n'ont pas de gros moyens financiers et c'est un peu ce genre de cas que tu vas nous présenter. Hein. Voilà. Est-ce qu'on sort du diaporama pour avoir Oui, mais je ne sais pas comment sortir par contre. ouais, pour avoir. Vous pouvez laisser le diaporama, vous n'avez pas besoin de ma tête en gros plan. Hein. Mais si, c'est bien, on est là pour ça. Et tu as tes fans aussi, Ouh. ton fan club. En plus, avec ta pilosité, on croirait voir Oxo. Oxo a un très gros fan club. Hein. Il y a une moustache, Aujourd'hui, je suis sans pito parce que il meurt de chaud, donc il est resté en bas, il dort sur le carrelage de la cuisine. Ah, ça, c'est ton chien, c'est ton chihuahua. Oui, Bon, Voilà, voilà. c'est bon. voilà. Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc je rebondis, hein, puisque je prends la balle au bon, sur le terme de stress dont on a parlé. C'est bien que genre, je ne peux pas m'en empêcher. Et c'est vrai que c'est intéressant de signaler qu'on tombe vite dans le piège du stress uniquement psycho-émotionnel, alors que le stress au sens anglo-saxon, c'est réellement tout ce qui va mettre la machine sous contrainte. Et c'est d'ailleurs même, pour l'anecdote, l'origine de la découverte de la fonction des glandes surrénales. Hein, puisqu'on a trouvé ça à une époque où on était moins peut-être regardant qu'aujourd'hui sur l'éthique. On a débarrassé de pauvres rats de leurs glandes surrénales et on s'est rendu compte que ça ne leur faisait absolument rien, à condition de contrôler parfaitement leur environnement extérieur-intérieur, donc de les laisser à l'équilibre, loin de tout stress. Par contre, pour peu que la température change, qu'on change leurs horaires d'alimentation, la quantité d'alimentation, l'hydratation, le sel, les infections, etc., il n'y en avait plus aucun qui survivait. Donc, le stress, vraiment, la surrénale, globalement, on va dire que c'est quand même ce qui nous ramène à l'équilibre. C'est vraiment la glande anti-stress au sens large du terme et qui donc va très vite souffrir quand elle a trop de travail, finalement, simplement. Mais donc c'est comme ça que tu traites tes patients. Tu les mets dans un cocon. Exactement. Moi, je tu suis avant l'âge un papy. Tu les pouponnes, Je leur fais des gâteaux sans gluten, évidemment. Voilà. Hein, et donc, même ceux qui viennent demander ton aide et qui n'ont quasiment plus de fonction surrénalienne, voilà, tu les aides. Mais c'est ça ton cas clinique, non? C'est quelqu'un qui a des glandes surrénales quand même. Voilà, mais ici, bon, en l'occurrence, malgré l'introduction, c'est quand même quelqu'un qui souffre d'un stress principalement psycho-émotionnel, quoi qu'il y avait un peu de surmenage en termes d'horaire aussi, donc il y a une partie de physique. Un burn-out, on va dire, relativement classique, hein, dans un environnement professionnel qui était très exigeant, très peu humain, donc quelqu'un qui a eu du mal après beaucoup d'années, qui s'est maintenu et qui a donc littéralement, comme on dit chez nous, déchargé ses surrénales. Donc, est arrivé au début avec une prégnénolone, une DHEA, une testostérone relativement basse, sans être encore réellement déficitaire. Hein. Et alors, ben, voilà, comme tu l'as dit en introduction, le souci étant que le budget devait être très serré, très limité, donc pas possibilité vraiment de pousser d'analyse ou d'avoir notamment les dérivés urinaires sur 24 heures. Donc, on a dû faire avec des analyses un peu à moitié, hein, on va dire clairement. Basique. Voilà. Juste la base, en effet. Donc, on aurait pu croire, comme ça, je vais dire que c'était bon, hein, puisque les chiffres étaient quand même pas si mauvais que ça. Maintenant, clairement, avec la clinique, on se doutait bien, et avec l'histoire, que ça n'allait pas aller comme ça simplement.
Et donc, même chose, dans un souci d'économie malgré tout, j'ai rendu de petites doses de pregnénolone dans un premier temps, puisque c'est un produit qui malheureusement est comme souvent relativement coûteux. Alors, je ne sais plus si ça a déjà été signalé, mais à ce propos-là, en tout cas, tu l'as signalé dans d'autres vidéos sur la question, hein, la pregnénolone doit être prescrite et c'est bien de le faire et de ne pas se fournir n'importe où. D'abord, il y a des problèmes parfois de qualité et puis surtout de légalité. Je connais quelqu'un dans la patientèle qui a essayé et qui n'a jamais reçu son produit parce que la douane belge l'a détruite. Donc, il veut dire que même en termes d'économie, c'est raté de toute façon. Alors, en l'occurrence, ce patient-là, évidemment, il y a toute la prise en charge non médicamenteuse, on va dire psycho-émotionnelle, justement, l'éloignement de la source de problème, les discussions, c'est des consultations qui sont souvent relativement longues malgré tout. Et cette petite dose de pregnénolone qui, au bout de 4 mois, a permis au moins de faire remonter testostérone et DHEA, mais de démasquer finalement aussi cette fatigue surrénalienne, puisqu'à ce moment-là, quand on s'est revu, malgré cette supplémentation-là, la pregnénolone avait chuté. Ce qui a beaucoup tracassé monsieur. Il a fallu expliquer, évidemment, qu'en toute logique, si une molécule de DHEA a reproduit une molécule de pregnénolone a produit une molécule de DHEA ou une molécule de testostérone, il a bien fallu qu'elle soit consommée quelque part et que finalement, la dose qu'on avait donnée a servi au moins que ça ne descende pas trop. Et puis, moyennant toutes ces discussions, on a augmenté évidemment les doses pour être dans quelque chose qui soit réellement utile et fonctionnel. Oui, c'est un bon cas clinique pour cet aspect-là, parce que ce que très peu de gens comprennent, c'est que il y a une dynamique dans tout ça. Les gens, ils voient molécule par molécule, hein, ils se disent, voilà, j'ai pris cette molécule-là, elle doit remonter. Oui, mais minute, il y a le phénomène qu'on appelle le cortisol stealing, donc le détournement par le cortisol de la pregnénolone, justement, où s'il y a beaucoup de stress, on produit beaucoup de cortisol, mais qui est fait à partir de quoi? Vous avez vu les graphiques de Jaime. Le cortisol est fait à partir de pregnénolone. Il ne vient pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre cheminement. Allez revoir vos graphiques quand ce sera mis en ligne sur ma chaîne YouTube, ce qui ne sera tardé. Si vous faites du cortisol, molécule par molécule, vous consommez la même quantité de pregnénolone. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, j'ai aussi parfois des patients qui ne comprennent pas que la pregnénolone ne remonte pas. Oui, mais si au moins pendant ce temps-là, on a pu couvrir les besoins dans les autres hormones stéroïdes qui proviennent de la pregnénolone, voilà, on apparaît au plus pressé et il faudra plus longtemps pour que la pregnénolone remonte. Et il faudra aussi quand même à un moment éviter que le cortisol ne la vole perpétuellement sans autre forme de procès. Donc voilà, il y a une dynamique dans tout ça et c'est très bien d'avoir vu les graphiques pour comprendre qu'il n'y a rien de statique. Oui, et je pense que c'est pour ça aussi, sans la laisser inutilement sur le long terme, mais qu'il ne faut pas non plus se presser trop vite, en tout cas dans le cadre d'un burn-out, entre autres, pour arrêter la pregnénolone, simplement parce qu'un chiffre s'est normalisé. Ce n'est pas parce que le dosage en lui-même de pregnénolone est redevenu bon que tout le contexte auteur de consommation ou de stress a disparu. Et si on ne veut pas jouer au yo-yo en permanence, tant qu'il n'y a pas eu de réel changement, on va dire dans ce cadre-ci psycho-émotionnel ou dans d'autres cas alimentaires, on s'expose de toute façon à recommencer ça 4-6 mois après. Non, moi je laisse souvent mes pregnénolones à long terme. Hein. Ça dépend il y a pu y avoir des événements traumatisants, ponctuels, et alors on retape les gens, mais je veux bien prendre mon cas. Je ne pense pas que mon mode de vie et que mon activité professionnelle soit tout à fait anti-stress. Et donc, voilà, moi, je prends de la pregnénolone depuis très longtemps, mais j'en prends moins que ce que j'ai dû prendre à une époque, mais je n'ai jamais pu arrêter. Je crois que si j'arrête, rien ne va se passer pendant quelques mois, et puis à un moment donné, je vais être plus fatigué, hein, je vois mal autrement.
Bon, et ton cas clinique, c'est bon? Tu as encore quelque chose à en Ah oui, dire? donc ben, globalement, non. Moi, sur ça, on était en cours de toute façon. Hein, c'est pas quelque chose de fini. Ouais, ici, c'est clair on avait quand même cet événement particulièrement traumatisant avec des changements de vie très importants à ce moment-là. Bon, il y a toujours évidemment tout le stress de vie autour, donc ça, il faudra voir avec l'évolution, combien on en laissera, comment ça évoluera. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de travail à côté, comme je dis, qui est en train de rechercher une réorientation professionnelle pour ne pas retomber dans le même milieu. Donc, on a quand même un espoir aussi de ne pas avoir besoin du même soutien en permanence. Mais c'est important ce que tu as dit quant à l'origine de la pregnenolone, donc prescription, pharmaceutical grade pour être certain de ce qu'on a, parce que, bon, attention, je ne dis pas que tous les produits fournis en dehors du réseau pharmaceutique sont mauvais, mais il y en a des mauvais. Alors, comment est-ce qu'on sait, puisque ce n'est pas vraiment bien supervisé, vérifié, c'est ça la différence. C'est pour ça que les prix sont différents aussi. Alors, les importations illicites des États-Unis, voilà, ça peut être détruit. Ça, c'est encore bien parce que les douanes en Belgique, en France sont sympathiques. En Suisse, elles sont moins sympathiques. Elles saisissent, elles détruisent, elles saisissent, elles détruisent, mais elles collent une amende ou un procès. Mais par contre, on peut prescrire de la pregnénolone dans des pharmacies suisses. Il n'y en a pas beaucoup qui en délivrent, mais il y en a. Il y en a à Lausanne, il y en a à Zurich, il y en a à Genève. Mais jouer au petit malin et faire venir ça des États-Unis, voire même des pharmacies des pays voisins, ça ne fonctionne pas parce que les douanes suisses surveillent. Alors évidemment, ça passera parfois et parfois ce sera intercepté et les ennuis commencent. Et alors, je suis censé gérer des questions et des témoignages, j'en ai pas beaucoup et je trouve ça très bref, mais ma première question ici, qui a été transmise par les bons offices de David Comblin, qui est quand même l'organisateur, ne l'oublions pas, il ne parle pas beaucoup, mais sans lui, il n'y a rien qui se passerait ce soir, donc je le remercie quand même vivement, hein, il peut toujours compter sur lui, c'est un fait. C'est une question qui nous vient d'une certaine Nicole, qui se reconnaîtra, je pense, et qui dit ceci. Il y a 5 ans, un docteur spécialiste reconverti dans le conseil en nutrition, me fait tester pregnénolone et DHEA. Bon, ben voilà, c'est un peu ce qu'on préconise, puisqu'évidemment, il faut les tester. Et alors... taux très bas de pregnénolone et vraiment borderline pour la DHEA. Et alors la question, c'est comment remonter les niveaux des deux puisqu'il n'y a pas de pregnénolone sur le marché? S'il y en a, il faut la prescrire et toutes les pharmacies ne délivrent pas. Mais il y a des pharmacies, y compris en France, en Belgique, au Luxembourg, il y a des pharmacies qui délivrent la pregnénolone. Donc, dire qu'il n'y en a pas sur le marché, c'est faux. C'est une mauvaise information. Donc, on corrige ça ce soir. Et alors, est-ce que la prise de 3 mois de DHEA, puisque la personne, Nicole, n'a pas pris de pregnénolone, elle n'en a pas trouvé, relance la production d'hormones par les glandes surrénales? Oui et non. On vient d'en parler. Donc, elle permet la production de certaines hormones, mais la DHEA, si vous retournez au fameux graphique de Jaime, vous voyez que ça va plutôt vers la testostérone. Okay? Et donc, on ne va pas faire du cortisol à partir de la DHEA. Par contre, on risque de faire de l'œstradiol à partir de la DHEA. Si vous regardez le graphique, il y a un lien qui est direct. Et donc là, évidemment, c'est un risque. Ceci dit, on fera quand même plus de testostérone que d'œstradiol avec de la DHEA, sauf polymorphisme ou maladie génétique rare, parce que c'est quelque chose qui m'a été demandé sur YouTube il y a un jour ou deux, comme quoi la prise de DHEA produirait plus d'œstradiol que de testostérone. Non, mais ça peut produire de l'œstradiol. Donc, moi, je surveille les taux d'œstradiol quand je donne de la DHEA. Et si ça s'emballe, je fais marche arrière. Attention, hein, c'est tout l'importance de l'aromatase.
et qui d'ailleurs peut être étudié par des polymorphismes cytochrome P450 17A1 et cytochrome P450 19A1, pour ceux qui sont à la recherche d'infos scientifiques précises. Ce sont les deux cytochromes que je teste quand je me dis qu'il faut quand même se méfier de l'œstradiol, risque de cancer de la prostate, risque de cancer du sein et prescription de DHEA qui donne des effets secondaires du côté féminin, alors que, bon, on s'attend éventuellement à avoir les effets secondaires plutôt androgènes, mais parfois, l'aromatisation est forte, et c'est pour ça que c'est intéressant de de tester ces génotypes qui peuvent expliquer une aromatisation, donc une production d'œstradiol excessive. Enfin, c'est un peu plus technique, mais je vais quand même lâcher parce qu'il y a aussi des professionnels de la santé qui écoutent ces webinaires. Et donc, enfin, bon, en attendant, la personne qui a 72 ans, 72 ans, a bien remonté son taux de DHEA de manière spectaculaire. Chez les patients âgés, la prescription de DHEA a quand même beaucoup de bénéfices et a quand même été, comment dire, proposée depuis des décennies. Ça a été très tendance, même à un moment. Mais bon, faisons attention. Et puis, pourquoi se focaliser uniquement sur la DHEA alors que bien souvent, il faut aussi de la pregnénolone à côté. Et alors, peut-être encore un des trucs que je voulais absolument dire ce soir, j'ai vu beaucoup chez des médecins que je vais appeler anti-âge ou hormonologues, des prescriptions de pregnénolone DHEA qui, moi, bon, je ne dis pas que c'est impossible, mais qui ne me plaisent pas. Je vois 50 mg de pregnénolone, 50 mg de DHEA. Bon, moi, c'est rare quand je donne 50 mg de DHEA, vraiment rare. Et c'est rare quand je donne aussi peu que 50 mg de pregnénolone. Donc, moi, je trouve que cette prescription 50-50, je verrais plutôt des chiffres, je ne sais pas moi, je préférerais 20-80, voire 10-90 ou 90. 10 de DHEA, 20 de DHEA, 80 ou 90 de 90 de pregnénolone. Pour revenir quand même à ton pauvre cas clinique, je suis désolé Geoffrey, mais tu avais donné 50 mg de pregnénolone, si je me trompe. J'avais commencé par 50 mg de pregnénolone, oui, parce que justement, comme je le disais, les dosages de preg, en l'occurrence, étaient, de mémoire, je pense à quelque chose comme 1,70. Donc, même si on estime que nous, on aime bien à la limite de 1,50, ben, on était quand même au-dessus. Bon, très, très proche de la limite, mais au-dessus. Même chose pour DHEA et testostérone, on était proche des cut-off, mais on était quand même dans le bon. Donc, je veux dire, là, c'est sur le contexte du stress, et notamment quelqu'un qui me racontait que même en croisant encore un collègue, il avait encore des pics émotionnels et qu'il avait mal dormi la nuit même. Donc, clairement, on n'est pas sur une gestion de stress accomplie, on n'est pas sur un burn-out qui est rétabli sur le point de vue psycho-émotionnel. Donc, on a quelqu'un qui est encore en souffrance dans l'instant. Donc, ça m'étonnait même que ces dosages-là soient bons. Bon, maintenant, même si ce sont des pré- ou des pro-hormones, comme on veut les appeler, qui sont censés varier moins que l'hormone finale, le dosage sanguin, il peut quand même varier. Il n'a peut-être pas nécessairement une fiabilité à 100%. C'est pour ça que je dis que dans ce contexte-là, où parfois on est obligé de limiter certains coûts, on doit se passer des dosages des métabolites urinaires qui auraient vraiment été beaucoup plus informatifs. Et je suis assez persuadé qu'ils auraient été mauvais, eux. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti sur des petites doses en se disant que, bon, à cette dose-là, ça ne fera pas de tort ni aux patients ni au portefeuille. Et finalement, on a bien fait puisque au moins 2 des 3 sont remontés, avec la preuve à ce moment-là, comme la troisième était consommée, qu'il fallait bien en prendre. Et donc, évidemment, j'ai pu le motiver un peu plus à sortir un peu plus le portefeuille, au moins pour la pregnénolone, et prendre les doses nécessaires pour en sortir plus vite, on va dire. Alors, que fais-tu, Geoffrey, dans des cas comme ça, des extraits surrénaliens? Est-ce que ça te tente? Bon, ce n'est pas gratuit non plus, évidemment. Non, l'extrait surrénalien, honnêtement, je n'en ai personnellement pas l'habitude. On était plutôt sur des adaptogènes alors. Les plantes adaptogènes, Voilà. mentionne-les. Donc, notamment, ici, notamment, ça a été de l'ashwagandha, principalement.
Tu aimes bien, hein, tu utilises beaucoup l'ashwagandha, non? Oui, c'est ce que j'utilise préférentiellement parce que j'aime bien aussi son petit effet, comme son nom latin l'indique, hein, somnifera. Donc, on a aussi un effet léger, hein, mais apaisant, donc que moi j'utilise plutôt sur le soir. Witania somnifera, pour donner Fait, le Witania latin complet. somnifera pour le nom complet. Donc somnifère, on l'entend bien, sans être un somnifère chimique évidemment, hein. On peut prendre ça le matin, on ne va pas s'écrouler au volant, hein, fort heureusement. Mais tant qu'à faire, autant de faire d'une pierre deux coups. Donc on aide un peu les surrénales, on permet aux patients éventuellement de se relaxer un peu, d'un petit peu mieux dormir, parce que le sommeil aussi fait quand même partie, et surtout son manque, des gros facteurs de stress. Et alors, c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'on est stressé psychologiquement, donc on dort mal. Le manque de sommeil est un stress physiologique ou physique qui va encore aggraver les choses et on est très vite mal parti dans ce cadre-là. Ouais. Et de la même façon que- L'ashwagandha a aussi un petit effet positif sur la conversion de T4 en T3. Donc, parfois, je me dis, ah, tiens, hein, ça complète bien mes objectifs. Tout à fait. OK, c'est bon, tu as dit ce que tu devais dire. Et puis, tant qu'on y est pour les petites choses à donner le soir, des bonnes doses de magnésium taurate, hein. Oui, oui. Voilà. Alors, bon, Le magnésium, c'est la vie. j'en ai sur mon bureau. Voilà, je vais en Voilà. prendre 4 avant d'aller dormir. Aujourd'hui, je crois que je vais en prendre 6 après. Non, mais je prends tout mon magnésium au coucher sous forme de taurate. Et quand je le prenais avec mon repas principal à 2 heures de l'après-midi, j'avais besoin d'une sieste. Bon, mais j'ai déjà dit je ne suis plus dans un autre webinaire. Enfin, bon, c'est bien la preuve qu'il y a un effet parce que bon, on est toujours évidemment mal soigné par soi-même et donc je n'avais pas voulu en tenir compte, mais j'ai bien été obligé de rectifier le tir. Bon, mais tant qu'on y est, parce que je ne sais pas si ça va revenir après, peut-être un mot sur les cofacteurs surrénaliens, vitamine B5, acide pantothénique. Moi, j'utilise, mais bon, il faut du budget pour ça, hein. Toi, je ne pense pas que tu as le loisir, mais bon, moi, j'ajoute quand les gens ont vraiment des gros problèmes, je fais feu de tout bois. Il n'y a pas de dosage sanguin, donc je le donne en cure, comme ça, je fais 4 mois de 500 mg par jour d'acide pantothénique ou pantothénate, hein, c'est la même chose. Ça fait un. On peut toujours travailler avec de la vitamine C, c'est un très bon cofacteur des surrénales. Le sodium, bien s'assurer qu'il n'y a pas des déficits en sodium, parce que ça, c'est dramatique. Il y a des gens qui sont en burn-out et on teste leur sodium urinaire, il n'y en a plus. Il a été bouffé par le stress. D'ailleurs, il y a des pulsions salées, hein, chez les gens après des émotions fortes, chez les acteurs notamment, chez ceux qui font du théâtre, ceux qui font des one-man shows, etc. Après, ils ont envie de sel. Ben oui. Mais alors, comme on l'a dit dans le chat, cette espèce de salt bashing, hein, de campagne de dénigrement tous azimuts du sel, qui est vilifié, vilipendé. Alors bon, bien entendu, je veux bien respecter les hypertendus, on ne va certainement pas leur dire de manger davantage de sel, mais de toute façon, il faut doser le sodium dans les urines de 24 heures. Et s'il y a un manque, le sel marin, comme ça en iode en prime, va être une source d'amélioration des surrénales incontournable. Vous n'allez pas améliorer une fonction surrénalienne sur un gros déficit en sodium, qui n'est pas toujours présent, mais qu'est-ce qu'on en sait? Il faut aller vérifier. Et celui qui s'est déshabitué de manger du sel, il n'a plus le rappel des pulsions salées. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme celui qui ne boit pas, il n'a plus soif. Celui qui ne mange pas de sel, il n'a plus envie de sel. Une fois que c'est corrigé, alors ça se régule, ça s'autorégule, mais pas si on a complètement banni le sel, ce qu'on a tendance à faire quand on entend les conseils de la haute autorité de santé. C'est aberrant. Alors évidemment, ces conseils s'adressent aussi à des gens qui ne bouffent que des, je sais pas, du fast-food, des conserves, des plats préparés, etc., qui sont pleins de sel. Bon, donc c'est probablement une autre population, hein, qui est visée par ces avertissements. Mais moi, dans les patients que je vois, il y en a beaucoup qui manquent de sel, parmi en tout cas les patients stressés. Donc, bien entendu, tenir compte de la tension artérielle. Donc, B5, C,
sodium. Julien, docteur Puchois, parce que bon, il est allé faire sa partie de tennis, lui, ça va, tu as gagné le premier set, seulement le premier set. Là, je m'occupe du chat, je suis concentré. C'est un geek, hein, il met une image mobile qu'il a préenregistrée, en réalité, il va faire sa partie. Non, c'est vrai qu'il est sur le chat, donc j'aurais pas dû dire ça parce que le pauvre… On est inondé de questions. Oui, tu as du boulot, hein, mais on est beaucoup. Hein. Tant mieux. On est plus que d'habitude, donc il y a énormément de questions et c'est bien que tu sois là pour répondre. Mais toi, tu veux, dans ta littérature, puisque Julien Puchois a été chargé par une espèce de, je sais pas, d'autorité malfaisante, que je ne nommerai pas, de balayer un peu la littérature, tu as d'autres cofacteurs à nous proposer ou d'autres plantes à la… On ne va pas entrer dans des tonnes de détails, hein, parce qu'on a déjà fait une heure. Mais dis-nous un peu ce que tu trouves éventuellement comme soutien scientifique pour aller un peu plus loin dans ces conseils-là. Alors, il y a une personne qui posait la question tout à l'heure et Aurélien en a parlé. Il faut également s'assurer que Aurélien, c'est Jaime. Hein. Bon, alors, il a les deux il faut s'assurer que la mitochondrie fonctionne bien, puisque notamment la transformation cholestérol en prégnénolone se fait dans la mitochondrie. Donc, comme je l'avais noté sur le chat, toujours veiller à avoir des cofacteurs mitochondriaux suffisants. Donc, je vais les citer comme ça. B1, B2, B3, comme tu l'avais dit, la B5. Également, tout ce qui est antioxydants, coenzyme Q10, l'acide alpha-lipoïque, le glutathion, donc son précurseur, la N-acétylcystéine. Après, on n'en a pas parlé, mais important pour que le signal hormonal fonctionne bien, il faut que les membranes soient souples. Donc, très important d'avoir un taux suffisant d'oméga 3. Très important, mais aussi le GLA, dont on ne parle pas assez souvent et dont toi tu parles très souvent. Donc le GLA qui fait partie des oméga 6. En plante adaptogène, on a le ginseng, le plus connu c'est le Panax ginseng, donc le red ginseng, celui de la Corée. On a également la rhodiole, Geoffrey donc a parlé de l'ashwagandha, et on peut également utiliser le maca qui est le ginseng péruvien. Et donc, on trouve pas mal de publications justement sur l'intérêt des plantes adaptogènes dans les fatigues surrénaliennes. Évidemment, il faut un cholestérol dans une zone optimale, donc aux alentours de 1,6-2 grammes par litre, puisque pas de cholestérol, moins de prégnénolone. Oui. S'il y a d'autres mécanismes qui rentrent en jeu. Et cholestérol, si tu veux que je donne mes objectifs santé, moi je trouve qu'en dessous de 1,60, ça devient un peu, hein, on est bien d'accord, mais bon, je n'en fais pas non plus une maladie. Chez les ApoE2, c'est parfois difficile d'arriver à 1,60, ils sont souvent très bas. Oui. Ça, on peut en tenir compte. Mais en tout cas, le flag orange, pour ne pas dire rouge, c'est 1,45. Et à 1,40, ça devient franchement rouge. Hein. Je veux dire, à ce moment-là, il y a un tas de trucs qui vont dysfonctionner. Et donc, on n'est pas du tout là-dedans. Bon, maintenant, on comprend que chez des patients, des cas cardiovasculaires graves, etc., bon, les cardiologues ont d'autres algorithmes et ils veulent faire descendre plus bas. Bon, mais enfin, là, on est dans la pathologie, on n'est plus dans la médecine fonctionnelle, on ne va pas faire un conflit là-bas. Mais pour des gens qui ont des prises de statine qui sont éventuellement discutables, donc on pourrait se demander si elles sont vraiment nécessaires. Bon, moi, je ne me bats pas avec tous les prescripteurs parce qu'il y en a beaucoup, mais en tout cas, quand ça descend le LDL, on ne parle pas du LDL, on parle du cholestérol total. Ici, attention, j'ai mauvais lapsus. Le cholestérol total, quand il descend à 1,40, je dis minute, parce que ça va peut-être, je ne sais pas, faire un petit quelque chose pour votre santé cardiovasculaire, mais entre la démence, les effondrements d'hormones sexuelles, la panne des surrénales et se rappeler que le cerveau est bourré de cholestérol, on peut quand même se dire qu'il faut que le médecin généraliste que nous sommes veille un peu aux autres secteurs et pas uniquement laisser le cardiologue régner sur la santé cardiovasculaire. Parce que si le patient décède d'autre chose qu'une maladie cardiovasculaire, le cardiologue sera peut-être moins perturbé, mais nous, on veut garder le patient en bonne santé. Tu n'as pas cité l'éleutérocoque, le ginseng sibérien.
Exact, exact. Et on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de publications depuis ces dernières années. Bon, de toute façon, c'est un domaine dont on parle de plus en plus, mais c'est le lien entre l'intestin et l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Il y a de nombreuses publications qui montrent que l'altération précoce du microbiote, et notamment même chez la mère, qui peut transmettre à son enfant par le biais de notamment de l'épigénétique, peut influencer le microbiote de l'enfant et ensuite, par la suite, déséquilibrer l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien en sachant que l'un et l'autre peuvent s'influencer mutuellement. Mais beaucoup de publications là, depuis 2016-2017, énormément de publications sur cet axe-là. Très bien, mais tu vois, je n'étais pas trop au courant de ça. Je pourrais t'envoyer tout ça. Oui, tu me les communiques après, parce qu'en fait, sa recherche bibliographique, après, j'en profite, je te remercie. Justement, j'ai ma deuxième question, là, en dehors du cholestérol, y a-t-il d'autres causes d'insuffisance de pregnénolone? C'est une bonne question. Ça rejoint ce que nous disions. Hein? Et alors, la personne, c'est Véronique, qui se reconnaîtra aussi, peut-être là ce soir d'ailleurs. Le stress peut-être, point d'interrogation, ben pas peut-être, parce que effectivement, le stress, il consomme, si vous voulez, le manque de cholestérol, ben, on ne sait pas fabriquer de la pregnénolone. Le stress la vole, c'est le pregnénolone, le cortisol stealing de la pregnénolone. Ça, c'est de l'autre côté de l'équation dynamique. Quoi d'autre? Elle me demande quoi d'autre? Je ne vois rien d'autre. Tu as autre chose à dire, toi? Des génotypes. Oui, ce que je voulais dire, des polymorphismes peut-être génétiques. Oui, Polymorphismes. bon, là, on Mais les ça, connaît pas, hein, des polymorphismes sur toute l'arborescence oui. que Jaime a montré, ben, ils existent. Bien sûr. Je crois qu'on les recherche, hein, mais qu'on n'est pas encore dans un stade d'application clinique pratique. Non, on en parlait tout à l'heure justement entre nous avec Raimé justement. Il y a des polymorphismes, mais il y a des pathologies. Hein, il y a enfin, bon, oui. c'est la même chose, c'est des polymorphismes aussi, mais il y en a qui donnent de vraies pathologies, d'autres sont plus. Enfin, Jaime, tu avais quelque chose à dire là-dessus, non? Non, ça, non, comme dans l'hyperplasie surrénalienne, par exemple, c'est dû à un déficit, par exemple, dans 90% des cas de la 21-hydroxylase. Et donc, bon, ça, il peut avoir effectivement des altérations des différentes enzymes de la synthèse des hormones stéroïdiennes. Et il y en a sur toutes, en fait, oui, sur toutes les enzymes, il y a sûrement des polymorphismes. Et il y a sûrement, ce qu'on parlait avec Julien, des facteurs externes qui peuvent influencer l'activité de ces enzymes. C'est-à-dire comme pour la thyroïde, par exemple, avec toutes les enzymes qui convertissent, notamment la T4 en T3, et qui peuvent être influencées par le stress, par les régimes AIGO, etc., etc. Je pense qu'il peut y avoir exactement la même chose qui se passe au niveau. Mais par exemple, dans le cas pathologique que tu as cité, que tu as étudié, que tu connais, parce bon, on en a parlé ensemble, c'est une maladie génétique ou c'est un polymorphisme? Ou finalement, c'est un continuum et on est plus ou moins à cheval sur les deux? Ce que j'ai compris, c'est que c'est plutôt un continuum. Il donne à ce polymorphisme récessif, en gros, il leur donne un nom de maladie. Et c'est une maladie parce que c'est vrai que quand c'est la forme homozygote récessive la plus grave, où il y a vraiment pour le coup un vrai blocage dans la chaîne de synthèse des prohormones et des hormones stéroïdiennes, pour le coup, il y a des vraies altérations au niveau systémique. Et donc, pour le coup, bah, c'est vraiment une maladie. Et il faut vraiment mettre en place un traitement. Alors que des fois, c'est juste une simple perte d'activité partielle de l'enzyme, mais ça n'implique pas forcément des symptômes pour la personne, ni des problèmes de santé. OK. Bon, ben voilà, le temps passe. Hein, bon, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses intéressantes. Je voulais maintenant repasser la parole au docteur Puchois, à Julien, pour qu'il nous présente un petit résumé de 2 cas cliniques qui interpellent. Et ça nous renvoie quand même au titre du webinaire que faire ou pas. Alors, Julien, à toi. Alors moi, j'ai les exemples à ne pas suivre. Est-ce que je traite les deux séparément ou j'essaye de faire… Non, essaye oui, enfin… Non, tu peux, c'est quand même interpellant. Tu m'as présenté ça brièvement tout à l'heure en pré-webinaire. Parce que autant on fait un making-of après, on fait un pré-webinaire.
J'étais quand même un peu sidéré. Vas-y, présentez brièvement, mais l'un après l'autre. Vas-y. L'un après l'autre. Donc, j'ai une première patiente. Donc, les deux sont des femmes. Première patiente qui a 45 ans et qui, donc, en fait, est venue me consulter parce qu'elle avait des problèmes à équilibrer sa thyroïde. Finalement, c'était ça sa première plainte. Alors qu'en fait, tout de suite, elle m'a dit qu'elle prenait de l'hydrocortisone et du Medrol, donc deux glucocorticoïdes. Et donc, c'est surtout ça, moi, qui m'a frappé. Et donc, voilà, c'était le point de départ. Donc là, la patiente, elle est quand même dans un état assez sévère puisqu'elle ne travaille plus. Là, elle me dit qu'elle n'est même pas capable d'aller faire son échographie de la thyroïde parce que ne serait-ce que marcher, ça l'épuise. Donc vraiment un état d'épuisement complet. Et en fait, quand on creuse dans son historique, on se rend compte qu'il y a toujours eu un stress, que ce soit physique ou psychique, depuis sa naissance, de nombreuses chirurgies. Elle a notamment eu, ça c'est intéressant, une suspicion de sclérose en plaques en 2004. Et donc, elle a eu beaucoup de traitements par cortisone en voie intraveineuse quand elle est hospitalisée. Et ensuite, elle a été suivie pendant de nombreuses années pour une migraine. Elle a été traitée par antidépresseurs. Et finalement, elle s'est orientée vers la médecine fonctionnelle puisqu'elle a découvert en 2012 une hypothyroïdie de Hashimoto. Et donc, elle a consulté un médecin fonctionnel qui a pris le dossier en main et qui a fait ce que tu adores, une prescription d'Otiral de manière systématique, sans doser au préalable le génotype DIO2, sauf que la patiente... Le Adore, c'est entre guillemets, parce que bien sûr. On ne va quand même pas être pris pour un de ceux-là. Non, pas du tout. Et donc, comme tu peux t'en douter, elle n'a pas toléré le Tiral. Et donc, le médecin en question s'est dit, bah, si elle ne tolère pas le Tiral, c'est qu'elle a un problème de surrénal. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui n'était pas mauvais comme... non, ce qui est une très bonne démarche. Hein, une très bonne démarche. Et alors, oui. Si tu permets, Julien, je te réinterromps parce que je voudrais bien faire passer deux témoignages. Moi je n'ai pas de cas clinique aujourd'hui. C'est pour ça que j'interviens tout le temps. Bon, là, il y a un micro qu'il faut qu'on coupe. David, tu sais couper? Parce qu'il y a du bruit. Et donc, qui arrive? Toujours un peu, il faut couper vos micros, hein, les gars. Enfin, quoi qu'il est. Il n'y a pas d'autre micro que. Oui, c'est bizarre. Bon, voilà, bah, écoute, c'est peut-être revenu. Donc, je vous donne vite deux témoignages. Je n'ai pas de cas clinique, moi, aujourd'hui. Hein. Je vous donne des témoignages et des questions. Et j'ai presque, quand j'aurai fait ces deux-là, j'aurai à peu près fini. Alors, ici, c'est Marilyn. Et ça, ce sont des témoignages que je reçois sur YouTube, dans les commentaires de mes vidéos YouTube. Je vous renvoie à ma chaîne, si vous ne la connaissez pas. Bon, vous la connaîtrez, vous la découvrirez. Et cette Marilyn nous dit « Je connaissais la relation thyroïde-surrénale ». C'est une réaction à une de mes vidéos sur le lien thyroïde-surrénal. Et donc, je connaissais la relation thyroïde-surrénale. Elle m'a été révélée par hasard lorsque, fatigué par mes extrasystoles, j'ai pris un complément alimentaire à base de plantes, réglisse, éleutérocoque et autres. Les problèmes d'arythmie se sont envolés avec cette aide pour les surrénales. Et donc, d'abord, il est bien connu que les insuffisances surrénaliennes, les fatigues surrénaliennes, les dysfonctions surrénaliennes peuvent expliquer des palpitations, tout comme d'ailleurs des dysthyroïdies, que ce soit hypo ou hyper. Mais quand il y a des palpitations non expliquées par la thyroïde, il faut tout de suite aller voir du côté des surrénales. Donc ici, on a une patiente, j'ai oublié de vous dire, Hashimoto depuis 20 ans. Donc, c'est une patiente qui a un problème thyroïdien, qui est traitée, etc., mais qui avait des extrasystoles. Et c'est en corrigeant ces surrénales elles-mêmes par un traitement d'ordre phytothérapeutique, réglisse qui est aussi connu pour soutenir la fonction surrénalienne, et l'eutérocoque, c'est pour ça que je le citais tout à l'heure, ça a corrigé les extrasystoles. Et alors, le deuxième témoignage de Catherine, qui est encore plus flagrant, mais qui réagit en dessous de Marilyn et qui dit « Comme Marilyn, je vais beaucoup mieux depuis que je prends de la pregnénolone. Les palpitations sont de plus en plus rares, alors qu'au début,
du traitement par Euthyral, c'était infernal. Voilà, on est bien sur ce genre de problème, les prescripteurs à tout cran d'Euthyral qui ne regardent pas la fonction surrénalienne à côté. Et alors, Catherine nous dit aussi qu'elle prend de l'ashwagandha, elle prend du rhodiola, qu'on peut appeler la rhodiole en français, rhodiola étant le nom latin, le nom de famille latin, le nom de genre. Et alors, elle précise qu'elle ne mange pas non plus de gluten. Donc, voilà, n'oublions pas, mais on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus, plus que ce que je viens de dire, mais c'est le lien thyroïde-surrénal. Et quand vos surrénales ne vont pas bien, vous ne supportez pas les traitements thyroïdiens, parfois vous ne supportez même pas les traitements surrénaliens, et bien souvent vous ne supportez pas c'est bizarre que ce n'est pas moi qu'on voit, hein, David, quand je parle. C'est toi qu'on voit, c'est bizarre. Hein? Peut-être que tu coupes ton micro, non? Pourquoi est-ce que ce n'est pas moi qu'on voit? Parce que c'est quand même plus logique qu'on voit celui qui parle. Alors, chez moi, Georges, c'est toi qu'on voit. Hein. Ah bon, d'accord, mais je ne sais pas, c'est bizarre, hein, parce que depuis le début, je trouve que c'est bizarre. Tant mieux, si ça enregistre comme ça doit enregistrer. C'est toi qui es encadré en vert. Je ne me plains pas, oui, bon, ben écoute. Donc, je disais, les traitements thyroïdiens sont très mal supportés quand on a une fonction surrénalienne dans les choux. Et d'ailleurs, je vous renvoie à une vidéo que je viens de shooter spécifiquement là-dessus, donc on ne va pas s'étendre. Mais c'est aussi un fait que je rappelle, c'est important, que les gens qui ne supportent rien ont souvent, comme explication à cette intolérance généralisée, une faiblesse surrénalienne. Mais en fait, voilà, c'est mon troisième et dernier témoignage. Je vais bientôt me taire, hein. Surtout quand le webinaire sera fini. Mais voilà, ici, c'est un pseudo comme ça, je pense que c'est Xavier, Xav quelque chose, Xavier, lui ne supporte plus rien. Pas d'aliments, les aliments, gluten, laitage, histamine, phénol, mais quand on a enlevé tout ça, il ne reste pas grand-chose. Je réagis à tout. J'ai une multitude de pseudo-allergies. Bref, je ne travaille plus depuis 2018 et je suis épuisé. Et alors, je crois que ça va être une bonne transition pour toi, Julien. Dernièrement, un médecin fonctionnel, pas nous, hein, m'a fait un bilan hormonal et a prescrit de l'hydrocortisone plus de la fludrocortisone. Bon, c'est ce que tu vas nous dire. Hein, mais je vais finir avec mes témoignages et après, bye bye. Hein, on va me couper le micro de toute façon. David a dit qu'il allait me couper le micro. Et donc, voilà, j'ai senti mon cœur ralentir. Je suis devenu essoufflé en permanence. Je ne pouvais plus rien faire alors que j'ai l'habitude de beaucoup marcher. Et donc, j'ai tout arrêté. Voilà. Et puis alors, Xavier, je pense que c'est Xavier, a consulté un endocrinologue hospitalier qui lui a affirmé que tout ceci était de la connerie et qu'il n'avait aucun problème de surrénal. C'est ça notre problème ce soir. C'est cette évaluation binaire de la fonction surrénalienne où on a des déficits graves, on est dans la sphère de la maladie d'Addison, auto-immune, comme la Hashimoto, mais pour les surrénales, ça s'appelle l'Addison. John Fitzgerald Kennedy en est le prototype très sévère. Et là, on supplémente, on prescrit toutes les hormones plein pot parce que, bon, ce sont des cas graves et qui en ont besoin. Ou alors, il n'y a rien. Si ce n'est pas ça, c'est rien. Voilà, c'est binaire. C'est tout catastrophique ou c'est tout normal. Alors qu'il y a un continuum, Jaime l'a bien dit au début, il y a les 50 nuances de gris et ce pauvre Xavier a besoin d'aide, mais l'embarquer comme ça d'entrée de jeu sur de l'hydrocortisone, de la fludrocortisone, je pense que ça a dû avoir un effet rétrofeedback négatif ou qu'il avait plus besoin d'autres types de soins, parce que je pense que ça a été un peu
vite fait, mal fait. Et donc, je suis vraiment contre les prescriptions de ces hormones qui inhibent la fonction surrénalienne. Julien, à toi, parce que c'est ça aussi que tu as dû te colter, si je me trompe. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Quand j'ai tapé pour la première fois adrenal fatigue sur PubMed, je suis tombé sur adrenal fatigue does not exist et je suis tombé sur we are tired of adrenal fatigue. Donc voilà, typiquement je connais cette publication qui a été beaucoup promue. Bon, quand tu regardes bien l'article, il n'y a rien là-dedans. Hein. Non, il n'y a rien du tout. Non. Tu as lu ça, autant lire François avec la rubrique faits divers. Hein. Bon. Mais clairement, quand j'ai commencé par ça, bon, sur PubMed, j'ai pas eu beaucoup d'infos. Puis après, évidemment, j'ai cherché. Donc, c'est très controversé. Oui. J'accepte la controverse, mais moi, je dis, le problème, c'est que les endocrinologues sont là pour s'occuper des cas sévères. Et ça, c'est souvent auto-immun, maladie d'Addison. Ce sont des patients qui sont vraiment totalement incapables de fonctionner et c'est peut-être au-delà de ce que nous pouvons aider. Et donc, là où nous, on s'arrête, eux commencent. Mais le problème, c'est que où eux s'arrêtent, si on ne fait rien, eh bien, on a des centaines de milliers de gens en, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, errance médicale. Voilà, parce qu'ils ont un problème surrénalien, une adrénale fatigue, qui, tout en n'existant pas, met des centaines de milliers de personnes au chômage, en incapacité de travail longue durée. Et c'est un fléau économique. Attention, on parle ici de coûts à la communauté colossaux. Parce que les gens sont en arrêt de travail pour la majeure partie. Ben oui. Ils arrêtent leur activité professionnelle. D'ailleurs, les deux personnes, la deuxième personne pour laquelle je vais parler, pareil, en arrêt de travail depuis 2020. Ben oui, mais le cas de Geoffrey, pareil, hein, je veux dire, c'est grave. Et ces gens-là, à qui on dit tout ça, c'est de la connerie, il n'y a rien, tout va bien, c'est quand même choquant aussi de la part de certains endocrinologues qui ne veulent pas entendre parler de cette fatigue surrénalienne qui, justement, recouvre ces nuances de gris. Tout à fait. Bon, vas-y. Donc là, ma patiente en question, donc elle a eu la prescription donc d'hydrocortisone et de Medrol, sauf qu'elle a très très mal supporté. Elle a arrêté le Medrol, si je dis pas de bêtises, au bout de 2 jours parce que impossible à supporter. Comme mon cas. Voilà, exactement. Elle a quand même gardé l'hydrocortisone qu'elle prenait à petite dose au départ, qu'elle prenait à la dose de 10 mg. Et j'ai oublié d'ailleurs de préciser que le médecin en parallèle a prescrit également de la DHEA. Et bon, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais sans prendre en considération savoir si la patiente détoxifiait correctement les oestrogènes. Bon, ce que nous, on fait à la clinique. Mais voilà, en tout cas, pour tout le traitement qu'elle a eu. Donc là, on arrive à un stade où elle arrive à prendre des petites doses de T3 qui permettent, entre guillemets, de la maintenir un peu en vie. Elle a réussi tant bien que mal à arrêter son hydrocortisone qu'elle prend vraiment de temps en temps si elle a besoin absolument de bouger pour raison X ou Y. Mais là, on est dans la phase où elle est en train de se sevrer en hydrocortisone et moi, j'ai introduit la préninolone. Voilà, donc on est à ce stade-là. Tu as mentionné le mot Medrol. Tu veux bien expliquer ce que c'est? On en a parlé tout à l'heure, mais pas sous le nom commercial. Oui, donc le Medrol, on l'utilise. Alors le Medrol, je ne me souviens plus exactement du nom de la molécule. Je crois que c'est la méthylprénisolone. Méthylprénisolone, ouais, qui est donc également un glucocorticoïde. Donc c'est également un corticoïde qu'on utilise notamment pour l'utiliser comme anti-inflammatoire. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai connu au départ. Mais dont, entre guillemets, l'usage a été détourné à d'autres fins. Mais donc là, le médecin en question a sorti le bazooka, il a mis Medrol, hydrocortisone. Je crois que visiblement, les médecins anti-âge l'utilisent comme anti-inflammatoire pour des douleurs multiples, articulaires, etc. Mais ça donne des bons résultats. Moi, je ne fais pas. Moi, je dis oulala, ou ça, non, moi, je ne m'embarque pas là-dedans. Les rhumatos le prescrivent, en effet, ça donne des bons résultats. Mais en tout cas, les rhumatos, mais pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas ça aux rhumatos? Qu'est-ce qu'on vient s'embarquer là-dedans, nous? Parce que pour inhiber les surrénales, je parle bien d'inhiber les surrénales. Vous êtes sur le bon webinaire, messieurs, dames. Pour inhiber les surrénales, plus puissant, plus efficace, plus radical que le Medrol, que la méthylprénisolone, vous ne trouverez pas. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Régénérer la fonction surrénalienne ou l'inhiber
pour avoir un effet spectaculaire, miracle en 15 jours, que moi, je ne cautionne pas les miracles en 15 jours. Moi, je ne suis pas pour les miracles en 15 jours. C'est toujours un peu bidon, ça. Hein, ça la biologie, quand j'ai une plante qui va mal et que je me lance dans des grandes manipulations de changer l'orientation, le terreau, la fenêtre, le pot, le truc, le machin, je n'en attends pas de ma plante que 15 jours après, elle soit absolument florissante. Je regarde comment elle est à 2 mois, voire à 2 ans, parce que c'est lent. Et donc, non, m'est-il prédnisolone, médrol? Non. S'il y en a besoin dans le cadre d'un traitement rhumatologique, eh bien, que le rhumatologue la prescrive. Nous, on ne s'embarque pas là-dedans parce qu'on ne sait plus ce qu'on fait. Est-ce qu'on soutient les surrénales ou est-ce qu'on les bousille? Enfin, voilà. Et alors, je précise, pour les 2 cas d'ailleurs que j'ai, aucun des médecins n'a dosé la prénisolone et les 17 hydroxystéroïdes urinaires. Et pour le 2e cas, j'en parle parce que je sais qu'on en parle beaucoup. La 2e patiente, elle, a fait un diagnostic avec le cortisol salivaire. Donc, voilà. En tout cas, nous, on ne le pratique pas puisque la fiabilité du cortisol salivaire, pour moi, elle est quand même relativement douteuse. Et tu en as déjà parlé, la législation notamment en Angleterre, etc. Fiabilité des tests salivaires, en tout cas, nous, on ne pratique pas. Ben, je trouve que c'est des tests qui sont intéressants pour des non-médecins, puisqu'ils sont accessibles aux non-médecins, en tout cas dans certains pays, pas partout, peut-être pas en Belgique, mais en France, je pense. En Angleterre aussi, ils sont accessibles aux non-médecins, mais en Angleterre, ils n'autorisent pas les médecins à les prescrire, ce qui est quand même interpellant. Alors, je ne dis pas qu'ils ont raison, mais bon, ils le font quand même parce que, voilà, ils pensent qu'ils ont de bonnes justifications pour le faire. Bon, j'aime encore bien les courbes étagées avec enfin bon, mais j'aime encore bien, sauf que je l'ai déjà fait dans le temps, mais je ne le fais plus. Les médecins, ça prescrit des analyses sanguines et urinaires, point. On ne fait pas des tests sur les cheveux, etc. On ne fait pas. Alors, d'autres peuvent le faire, très bien, mais en tant que médecin fonctionnel, on ne fait pas. Et alors, tu as cité le mot absolument clé, parce que tu sais, le temps passe et donc on est dans le dernier quart d'heure. Il faut absolument qu'on insiste dans cette phase finale justement sur ce que tu viens de dire. Donc, tu t'étonnes que la pregnénolone n'a pas été dosée, mais ils ne connaissent pas, ils ne font pas, ils ne prescrivent pas, ils ne testent pas. Donc, cet aspect-là, fondamental, comme on l'a vu au tout début du webinaire avec toutes les chaînes biochimiques, est négligé. Mais alors, il ne dose pas non plus les 17 hydroxystéroïdes urinaires que vous pouvez voir parfois écrit 17 OH stéroïdes, parce que OH c'est hydroxy, hein, OH, hydro, H, oxy, O, sauf que c'est dans l'ordre inverse, ne demandez pas pourquoi. Et donc, ces 17 hydroxystéroïdes urinaires sont très précieux parce qu'ils étudient les métabolites du cortisol. Hein? Alors, Julien, j'ai déjà trop parlé, explique un peu pourquoi c'est ça qu'il faut doser et pas le cortisol urinaire comme ça a été dosé dans ton 2e cas. Explique-nous bien pourquoi sur un plan purement physiologique et biochimique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cortisol doit être détoxifié par le foie. Donc, au niveau du foie, on a 2 phases principales, phase 1 et phase 2. Donc, le cortisol va passer par le foie. C'est une molécule lipidique, donc qui doit être solubilisée pour être éliminée. Et l'avantage des 17 hydroxystéroïdes urinaires, c'est qu'on va récupérer l'ensemble du cortisol qui a été détoxifié au niveau du foie. Alors que malheureusement, celui que vous dosez dans les urines, qu'on appelle le cortisol libre urinaire, grosso modo, vous ne dosez que le foie qui a échappé à tout ce processus. Donc finalement, on n'a qu'une infime, enfin ce n'est pas du tout le reflet de ce qui se passe réellement d'un point de vue physiologique. Ok, donc si je comprends bien, enfin je sais que je comprends bien, mais je me mets à la place de celui qui nous écoute, ou de celle qui nous écoute. Il y a toujours un peu plus d'elle que de lui d'ailleurs, hein. Enfin ben, bref, passons. Mais c'est bien comme ça.
normalement, le destin du cortisol, une fois qu'il a fini son travail, c'est d'être détoxifié par le foie parce que c'est une molécule lipidique, grasse, qu'on ne sait pas éliminer tant que le foie n'a pas apporté des changements à la structure. Phase 1, préparation. Phase 2, attacher un véhicule hydrophile, donc antilipidique si vous voulez, pour que justement ça puisse s'éliminer par la bile ou par l'urine. Bon, on ne va pas entrer dans toutes ces considérations. Enfin, ici, ce sont des métabolites urinaires qu'on mesure. Et donc, important, quand on dose les 17 hydroxystéroïdes urinaires, ce qui compte, c'est le total. Oui. Moi, j'ai même toujours essayé, mais je n'y suis jamais parvenu, à ce que les laboratoires masquent les différentes composantes, parce que les gens en panique, ils m'envoient des mails, j'en ai encore eu un il n'y a pas longtemps, Oui, c'est vrai. aïe, 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 il y a un manque d'un des 4 hydroxystéroïdes. Oui, ça arrive souvent. Oui, mais les autres sont plus hauts, donc je veux Oui. dire, ce qui compte, c'est le total. Maintenant, s'ils sont tous les 4 trop bas, bon, là, on a compris, mais ce n'est pas toujours le cas, parce que ça dépend des polymorphismes. Vous voyez, ce sont vos polymorphismes de la détoxification hépatique, phase 1 et phase 2, qui envoient le cortisol dans ces différents métabolites. Ce qu'on veut, c'est la somme. On a la somme de tous les métabolites, et comme ce sont des urines de 24 heures, on a l'intégrale de ce qu'on a produit, c'est la surface sous la courbe, c'est la définition mathématique d'une intégrale, de ce qu'on a produit pendant 24 heures. Donc, on passe au-dessus des rythmes circadiens que Jaime a bien mentionné au début. Et donc, on n'a pas ce gros problème des dosages de cortisol, qui soit d'ailleurs sanguin ou salivaire. C'est-à-dire que quand on dose le cortisol, à un moment donné, pendant la journée, on le dose quand? Geoffrey, toi qui as fait des années de docteur Reinert. Oui, je suis là. Toi qui as fait pendant des années de l'anesthésiologie, etc. Qu'est-ce que tu penses du dosage du cortisol, on va oublier la salive, du cortisol sanguin? À quelle heure est-ce que tu faisais ça? 6h32, 7h14? Je ne fais pas ça. Alors, on me dit oui, mais c'est standardisé, on fait à 8 heures à jeun. Je dis oui, moi alors, vous avez quelqu'un qui se lève tranquillement, peinard à 6 heures, qui prend une douche d'1 heure, qui arrive au labo en promenant tranquillement, ou alors vous avez quelqu'un qui se lève à la bourre à 7h45, qui avait oublié son rendez-vous, qui arrive en courant au labo. Vous croyez que le cortisol va être le même? Ça n'a pas de sens. Il est à 8 heures, il est à jeun. Mais en plus, le pic est très étroit. Ça ne veut absolument rien dire. On vous êtes monte, où dans on le descend, pic? on n'y est pas encore. Voilà, vous êtes sur la phase ascendante, vous êtes au sommet, vous êtes sur la phase descendante, aucun moyen de le savoir. Donc pour moi, c'est un test. Rien du tout. Rien du tout. Très bien, c'est tout ce que je voulais entendre. Donc, le cortisol, ça ne fonctionne pas. Les tests salivaires, peut-être, il y a les tests étagés, mais bon, on a donné quand même notre scepticisme. D'ailleurs, je me permets, dans la bibliographie, pareil, ils le disent, hein, qu'il y a malheureusement, il y a ces sujets à trop de variations et que le dosage, finalement, est malheureusement peu interprétable. Donc ça, je te l'enverrai, je l'ai retrouvé dans la biblio. Bon, ben, tu vois, nous, on essaye quand même, contre vents et marées, bon gré, malgré certaines critiques, comme quoi on n'est pas assez scientifique, ben, je regrette beaucoup. Les webinaires sont baqués par d'excellentes bibliographies. D'ailleurs, s'il y a des questions, envoyez-les. On vous donnera les articles. Ils sont là, ils sont sur PubMed. Hein, ce n'est pas Julien qui les a inventés. Bon, s'il pouvait publier un peu plus, ce serait peut-être dire, bon, il n'a peut-être pas le temps de tout faire, le pauvre. Et donc, si la bibliographie nous dit que les dosages salivaires sont à regarder avec circonspection, eh bien, voilà, c'est notre politique de suivre quand même les preuves scientifiques dont on dispose. Donc, il nous reste, si on n'a pas les dosages salivaires, si on n'a pas le cortisol à 1 heure donnée, eh bien, il nous reste les 17 hydroxystéroïdes urinaires. Voilà. Alors, ce que je voudrais encore vous expliquer, c'est qu'il y a aussi les 17 cétostéroïdes, hein, qui sont les métabolites androgéniques, donc les métabolites de la DHEA, le même truc, mais qui viennent de la DHEA. Mais là,
on n'a pas vraiment besoin des 17 cétostéroïdes, parce que tout ça est coûteux. Donc, si on veut s'épargner les 17 stéroïdes, qu'on peut doser, hein, mais bon, voilà, il faut mettre le budget. Moi, je ne les dose pas parce que j'estime qu'avec la DHEA dans les deux sexes, DHEA plus testostérone, comme Jaime nous a bien dit tout à l'heure, chez la femme, on a suffisamment de marqueurs androgéniques pour ne pas avoir besoin des 17 cétostéroïdes urinaires. Parce que là, il n'y a pas le rythme circadien, ou à peine. Donc là, on n'a pas besoin des 24 heures. On peut faire un dosage sanguin qui reflète la situation de la DHEA et des androgènes surrénaliens. Alors que pour le cortisol, c'est impossible à cause de ce pic matinal qui fait que, bon, voilà, on ne sait rien conclure. Donc, 17 hydroxystéroïdes urinaires, oui. 17 cétostéroïdes urinaires, pas nécessairement, mais évidemment, c'est facultatif. Mais sans les 17 hydroxystéroïdes, vous n'avez pas la situation du cortisol. Et si le médecin en question ne les a pas dosés et n'a pas dosé la prégnénolone, qu'est-ce qu'il a fait alors? Il s'est basé sur quoi? Sur le cortisol. Oui, c'est ça. Ouais. Cortisol libre urinaire. Oui. Qui est en fait, parce que le cortisol libre urinaire, c'est ce qui a foiré. Normalement, le cortisol devait passer par les deux phases de la détoxification hépatique. Et le peu qui a foiré a quand même fuité, c'est comme des fuites. Hein, voilà, c'est que vous mettez un pampers à votre nouveau-né, il y a des fuites. Mais un pampers, je ne peux pas citer de marque. Enfin bref, c'est devenu quasiment un mot du vocabulaire courant avec un petit p. Si c'est une bonne couche, culotte, eh bien, qu'est-ce que je disais? J'ai dit récemment, ça a eu du succès que sur ma page Facebook, sur mon profil Facebook, je m'en foutais comme de mes premières couches culottes ou quelque chose du genre. Bon, ben voilà, justement, le cortisol urinaire, c'est ce qui fuit. Mais les bonnes couches culottes, elles retiennent quand même l'essentiel de l'urine, voire du reste. Et donc, c'est ça qui compte. Alors, qu'est-ce que vous allez mesurer les fuites? Ça n'a pas de sens, mais tout le monde fait ça. Et c'est un dogme. Alors, dès qu'on va contre ce dogme-là, on a tous les médecins sur le dos, les médecins généralistes et les médecins spécialistes, et les médecins hospitaliers, tout le corps médical refuse le dosage des 17 hydroxystéroïdes urinaires. Et pourtant, c'est la seule chose qui marche. Enfin, voilà. Bon, on revient un peu sur tes cas cliniques, parce que je crois que tous les messages qu'il fallait absolument qu'on fasse passer, on les a fait passer. On va. Je peux peut-être parler un petit peu du deuxième. Donc là, c'est toujours une patiente. Donc elle a 46 ans. Et alors là, ce qui était assez frappant, c'est qu'elle m'a tout de suite décrit qu'en fait, depuis l'enfance, elle est ultra stressée. Et en fait, elle me dit, je me suis jamais souvenu de ma vie en étant non stressée. Donc là, on voit vraiment l'empreinte que peut laisser le stress sur ses surrénales. Et puis donc finalement, elle a eu pareil un parcours assez compliqué. Elle a eu pas mal d'infections, donc infections à mononucléose. C'est assez surprenant parce qu'elle aussi a eu des symptômes de sclérose en plaques. Finalement, le diagnostic a été réfuté, mais comme pour l'autre patiente, perfusion de corticoïdes en intraveineuse à l'hôpital. De nombreuses infections. Et elle, finalement, elle a eu à peu près 7 ans d'errance médicale avant de me consulter. Donc début de syndrome de fatigue chronique en 2016. Elle a eu tout un bilan en médecine interne. Donc médecine interne, conclusion, syndrome de fatigue chronique. Voilà, une étiquette sans plus de précision. Ils ont éliminé évidemment toutes les maladies endocrinologiques. Elle a arrêté son activité professionnelle en 2020. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que chez elle, en 2022, j'en parlais tout à l'heure, elle a eu un diagnostic de SIBO, donc une prolifération bactérienne au niveau de l'intestin grêle. Et en fait, c'est vraiment ça qui l'a fait plonger au niveau surrénalien. Elle dit vraiment qu'à ce moment-là, c'est ce qui l'a fait chuter. Elle a eu une grosse réaction aux antibiotiques qu'on lui a prescrits. Et puis, ce qui a également aussi précipité un peu la chute, c'est qu'en même temps, s'est déclarée la périménopause. Donc, voilà, c'était pas mal de choses mis bout à bout qui l'ont vraiment finalement épuisé.
Et donc, la même chose, consultation d'un médecin fonctionnel qui a été un peu plus soft au niveau traitement, qui n'a prescrit que de l'hydrocortisone. La même chose, pas de dosage des 17-hydroxystéroïdes urinaires, pas de dosage de préninolone, uniquement cortisol libre urinaire, et c'est parti. Hydrocortisone, 10 mg par jour, qu'elle a augmenté par la suite à 20 mg par jour. Et là, par contre, quand elle m'a consulté, elle était encore sous hydrocortisone. Et d'ailleurs, elle l'est encore actuellement et on essaye de la sevrer, mais très compliqué. Oui, il faut aller lentement hein, quand il y a vraiment eu... J'essaie vraiment de baisser tranquillement. Très difficile. Très difficile. Mais donc, la même chose, même constat. Pas de dosage de préninolone, pas de dosage des 17-hydroxystéroïdes urinaires. Et, par contre, elle tolérait plutôt bien son hydrocortisone. En sachant qu'en parallèle, c'est la même chose que l'autre patiente. Elle a également un problème thyroïdien, mais qui était déjà de base un peu mieux équilibré. Donc, j'ai l'impression qu'elle a l'ensemble global, elle a quand même mieux toléré. Mais l'hydrocortisone n'est pas nécessairement mal toléré. Non, on a eu des cas ici qui sont un peu caricaturaux où c'est mal toléré. Non, mais on a vraiment les deux cas différents. Une qui a très bien toléré et l'autre qui a bien toléré. Et moi, dans mon témoignage ici, c'est aussi très mal toléré. Mais on a peut-être été choisir les cas évidemment assez péjoratifs, mais la plupart des hydrocortisones sont bien tolérés. Le problème, je vous renvoie à la case départ. Si vous voulez, on va repartir pour 2 heures. Cette hydrocortisone aggrave la fatigue, entre guillemets, surrénalienne que nous essayons, nous, de corriger. Donc, on va dans un mur. Maintenant qu'on le fasse à court terme et à minima pour que les gens puissent fonctionner, ça, je veux bien comprendre. Mais bon, moi, ça me choque quand même parce qu'on ne va pas dans le bon sens. On fait quelque chose qui aide le patient. Alors, le patient veut être aidé. Bon, d'accord. Mais est-ce qu'il va être aidé à moyen terme? Non. Hein? Donc, chacun choisira. Hein? Je ne suis pas choqué par... Enfin, il y a aussi une question de dose, hein, parce que le problème, c'est quand les gens ils vont bien avec 10 mg, et puis on leur en donne 20, puis on leur en donne 30, puis on leur en donne 40, et puis ils doivent faire un speech au boulot devant leurs collègues, ils en reprennent 20. Bon, finalement, ils deviennent... il y a une addiction à l'hydrocortisone et qui ne fait qu'enfoncer encore plus bas les glandes surrénales. Donc, ça me choque. Voilà. Et là, même certains, on leur dit même, entre guillemets, d'adapter eux-mêmes les doses. Donc, en fait, les gens commencent à incrémenter. Et en fait, on les laisse un peu, on va dire, allez-y, augmenter, etc. Enfin, moi, ça aussi, je l'ai vu. Hein. Donc, ce qui fait peur quand même, parce que les gens augmentent les doses. Ce qui pose aussi problème un peu plus sur le plan éthique, c'est une fois qu'un médecin non classique, parce que les médecins classiques, ils font pas ça en général. Un médecin anti-âge a prescrit de l'hydrocortisone. Qui va continuer à prescrire ça? Est-ce que le médecin traitant du patient va continuer à prescrire ça ou est-ce que le patient se rend dépendant d'une prescription à vie, entre guillemets, d'hydrocortisone par son médecin anti-âge? C'est quand même un peu dérangeant. Alors, si c'est pour un bien, d'accord, mais je dis, il faut quand même se poser la question aussi, qu'est-ce qu'on génère là qui fait qu'on a une dépendance à ces prescriptions? C'est exactement ça, ouais. Les gens sont dépendants. Alors, vous me direz, c'est la même chose quand on prescrit des hormones thyroïdiennes à quelqu'un qui a une hypothyroïdie. Bon, là aussi, il y a un effet feedback négatif et c'est souvent des prescriptions à long terme. Bon, pas nécessairement à vie parce qu'on peut soigner un Hashimoto qui n'est pas trop grave, on peut amener les cofacteurs, le bazar, le machin. Bon, et puis je vous rappelle que si on soutient les surrénales, on aide aussi la thyroïde. Bref, tout ça peut aider. Mais pour la thyroïde, si vous voulez, on n'a pas le choix. Parce que si on décide, ah non, moi je ne donne pas d'hormones thyroïdiennes parce qu'il y a un effet feedback négatif, qu'est-ce qu'on donne? De l'iode et de la tyrosine. Eh bien, allez soulager et soigner un gros cas d'Hashimoto avec de l'iode et de la tyrosine, bonne chance. Déjà, l'iode, vous n'êtes pas censé le donner aux Hashimoto, ce qui est discutable parce que, bon, il ne faut pas non plus qu'il y ait un trop gros déficit en iode. Mais bon, voilà, là, les hormones thyroïdiennes, où on a les 2 building blocks, où on a l'hormone. Mais pour les surrénales, on a la chance entre le building block, qui est le cholestérol, pour autant qu'il ne soit pas trop bas, et l'hormone terminale, hydrocortisone ou cortisol, comme on en a beaucoup parlé, on a quelque chose entre les deux.
qui n'est pas détecté et qui donc ne donne pas de feedback négatif. Donc la stratégie pour les surrénales est différente de la stratégie pour la thyroïde. Pour la thyroïde, on n'a pas ce luxe, on n'a pas ce choix. On n'a pas pu choix, pardon. Non, il est tard, tu vois, ça commence à déconner. Sans rire, bon, mine de rien, David, monsieur le maître de l'horloge, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est temps, non? Ça se termine. Bien vu, Georges. La nuit tombe, tu es dans le noir, alors tu vas fermer Bientôt. le hasard, c'est ça? J'ai éteint la lampe. D'accord. Par contre, je voudrais que tu répondes surtout à une question. Il y a eu un message dans le chat qui disait « Où vous trouvez ?» Donc, ce serait bien que tu parles un petit écoute, peu. mais je n'aime pas tellement répondre à ça. Voilà, on peut toujours passer par mon site internet et vous connecter à ce moment-là vers les médecins du groupe, que ce soit à Madrid, que ce soit Julien travaille sur Paris, parce que j'ai oublié de dire, il y a Demain, c'est un grand jour. Quand? Demain matin, c'est bon, c'est parti. Demain matin, mais Ouais. alors il faut aller dormir, mon vieux. Tu Ah, vas rater ton entrée sur Paris. Donc, le docteur Julien Puchois sur notre clinique à Paris, dans le 12e arrondissement, qui a ouvert aujourd'hui, je crois, avec une nouvelle collègue qu'on vous présentera dans un prochain webinaire, je suis certain, qui s'intéresse de près aux intestins. Donc, elle apparaîtra dès qu'on va parler d'intestin. C'est Sandra, mais on va pas tout, on va pas, il faut quand même garder un peu des scoops. Et alors Geoffrey Reiners qui sévit, pardon, qui survit, non plus, qui soigne, voilà, mais tout commence par S, qui soigne sur la clinique de Liège, donc l'aéroport de Liège à Velleroux. Donc, vous pouvez tous les trouver, mais vous passez par nos sites internet, que ce soit fulmeddev.com, que ce soit gmouton.com. Les webinaires ne sont pas faits pour de la pub. Ah, voilà, un appel numéro masqué. Eh bien, je vous dis tout de suite, moi, je ne réponds jamais aux appels en numéro masqué et j'ai oublié de fermer mon téléphone. Donc, ceux qui veulent Georges, tu pourrais peut-être dire un mot sur le prochain webinaire qui va se dérouler en septembre? Alors, ça c'est vrai, tu vois, heureusement que tu es là parce qu'il n'y a que toi qui penses à ce qu'il faut dire. Alors, refuser, bon voilà, je me débarrasse de ça. Qu'est-ce qui ose m'appeler en numéro masqué, franchement? Septembre, voilà, j'y suis. C'est toujours des mercredis et donc le mercredi. J'ai noté le 20 septembre. 20 septembre. Mercredi 20 septembre, on fait la pause sur juillet-août, qui est un peu normal. Nos médecins sont épuisés, ça c'est un fait. C'est le surrénal. Et ce soir, ils étaient en forme. Hein. Je dois dire, je suis content d'eux, très content. Je les remercie d'ailleurs très officiellement. Et alors, on a déjà le sujet, sauf que je ne le connais pas par cœur. Non, c'est quoi ça? Bon, bref, je vais me plaindre. Pourtant, j'aurais cru que je connaissais le sujet, mais enfin, pas de stress. Éteindre. Téléphone. Et donc, quel est ce sujet? C'est fou, hein? C'est vraiment une fin en capilotade. J'ai changé parfois d'avis, mais là, le sujet est quand même finalisé et ça tournera autour de prévenir et soigner les infections parce qu'évidemment, à partir d'octobre, ça débarque. Et donc, on va beaucoup parler de l'ascorbate de magnésium, mais aussi on va parler de renforcer l'immunité. Et donc, vous aurez votre panel de médecins FulMedDev, moi-même, et tout ça sous la houlette, dirigé de main de maître par David Comblin. Merci à toi, Georges. Eh oui. Est-ce que vous quatre, vous voulez dire un mot de la fin? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Jaime? Moi, je dirais que un truc. Enfin, si, je ferais une remarque sur un parallèle entre les glandes surrénales et la vie en général.
Et que, comme dans la vie, pour les surrénales, tout est question d'équilibre. Et donc, voilà, important d'avoir un équilibre au niveau de l'axe surrénalien et du corps en général. Très bien. Très bonne remarque. Geoffrey, par ordre chronologique. Eh bien, je vais garder le terme d'équilibre et moi, ce que je présente souvent aux patients en termes d'équilibre, justement, c'est cette fameuse balance positif-négatif, hein, tout ce qui est émotion négative, tout ce qui est stress. Alors, si on ne sait pas tout enlever, parce que la vie est ce qu'elle est quand même, mais on peut déjà en ajouter pas mal du côté positif, hein, relaxation, temps pour soi, hobby, et ça rééquilibrera un petit peu les choses quand même. Parfait. Très bien. Julien? Oui, je rejoins mes collègues. Bichonner ses surrénales, je pense que c'est vraiment primordial. Je pense qu'on est tous dans une société maintenant qui nous stresse énormément. Et finalement, on s'en rend compte avec la médecine fonctionnelle que c'est un sujet, je pense, qui touche tout le monde. Donc, merci pour l'invitation, puisque je pense que ça a touché beaucoup de gens. En tout cas, le chat, les gens étaient très motivés. Donc, je suis content d'avoir eu beaucoup de questions. Et puis, merci encore une fois pour l'invitation. Et en tout cas, très heureux de l'ouverture du centre à Paris. Merci de me faire confiance. Là, merci à toi, Julien. Tu as été brillant, je te le dis. Alors, moi, le mot de la fin, non, je me tais. Et Goliath va prendre la parole. Alors, Goliath, tu nous fais quoi? Un petit aboiement? Mais il n'aboie pas, ce chien. C'est ça le problème. Mais Goliath a suivi tout le webinaire. Et vous savez quoi? Il m'a chuchoté à l'oreille. Il n'aboie pas, mais il chuchote. Il m'a chuchoté à l'oreille que mes collègues, ils étaient pas mal aujourd'hui. Hein, ils étaient en forme. Hein. David, non? Tu ne crois pas? Super en forme. Franchement, vous êtes 4 personnes magnifiques. Et je voudrais vous dire à tous les 4 un grand merci d'être là et de partager vos connaissances avec tout le monde. Et un grand merci aux participants d'être présents en grand nombre aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'ils se sont cantonnés au chat. Hein, on n'a pas pu. Bon, mais le sujet est tellement lourd médicalement. Il faudrait faire un webinaire en 2024 sur Rénal pour laisser les gens parler, etc. Mais je veux dire, c'est ingérable. C'est un sujet tellement énorme. Voilà, on a déjà fait un webinaire plus long que d'habitude. Je suis désolé, mais ce n'était pas possible de donner le micro. Mais bon, il y aura d'autres webinaires moins denses où, évidemment, comme dans les précédents, on laisse parler le public. Je suis désolé, mais le chat a été très, très animé. Je n'ai jamais vu. Je n'ai pas encore lu les 99, les 4. Il y a plus de. Non, c'est au-delà de 100 messages. Donc, je vais pouvoir un peu lire tout ça ce soir. Merci, David, en tout cas. Et tu peux clôturer. Avec un grand plaisir et je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Et on coupe.